Tes early adopters, c'est pas tes clients. C'est pas tes vrais clients, tu vois. Donc, ce qui est important, c'est rapidement trouver des early adopters pour passer de 0 à 1. Quand tu crées ton compte sur Finary, on te demande comment tu nous as connus. Et ça, tu vois, je me suis dit, mais ça sert à quoi de passer du temps à développer un onboarding comme ça sert à rien. Mais maintenant, j'ai envie de me taper, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait le premier jour? C'est indispensable de pouvoir savoir d'où viennent les users. Parce qu'en franchement, t'en sais rien au début, t'es aveugle. Et aujourd'hui, YouTube, c'est notre canal d'acquisition numéro 1. Et c'est parce que les gens voient le produit. Donc, ils voient le produit, ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent, ah ouais, c'est intéressant, ça m'apporte de la valeur. Tiens, c'est quoi ce truc là c'est quoi l'outil qu'ils utilisent? Ah, c'est Finary. Aujourd'hui, on gagne de l'argent, tu vois, avec YouTube. En fait, tous les ad revenus qu'on génère avec YouTube, ça paye l'équipe, ça paye en fait le coût de fonctionnement. Donc, le channel, il est incroyable, il est hyper héroïste. Et en fait, je me suis rendu compte que fallait écouter sa communauté, mais pas tout le temps, tu vois. Si vous vous intéressez un peu au sujet des finances personnelles, vous n'avez pas pu passer à côté de Finary, l'app qui permet de suivre et de gérer son patrimoine personnel. En seulement 3 ans, c'est plus de 250 000 utilisateurs qui ont décidé de l'utiliser, une communauté super engagée, une stratégie de contenu très efficace, notamment sur YouTube où le CEO Mounir propose des analyses de patrimoine en vidéo à leurs plus de 40 000 abonnés. Quand j'entends que l'argent est un sujet tabou en France et que je vois ce succès, je suis forcément intrigué. Alors j'ai directement décidé d'inviter Mounir pour me parler des coulisses de cette croissance. Ça permet d'aborder le sujet du content and community-led growth, de la manière d'impliquer ses utilisateurs dans son développement produit et des galères qu'ils ont eu en chemin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et bonne écoute. Mounir, Finary, c'est quoi? Finary, c'est une app qui te permet de suivre et de gérer ton patrimoine. Donc, ça se passe sur ton appli ou sur ton ordinateur. L'idée de base, c'est de dire que en fait, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, on te permet de suivre automatiquement ton patrimoine, quel qu'il soit. Que tu aies un compte titre, un PEA, des comptes bancaires évidemment, de l'immobilier, des bitcoins, des sneakers. En fait, tu peux tout avoir au même endroit. Et après, nous, on va analyser tout ça et on va te donner des recommandations pour améliorer ton patrimoine, ta stratégie. Et tu peux aussi investir maintenant en crypto à des frais très bas. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, Finary, ça devienne en fait, le point central de ta vie financière, que tu puisses suivre, comme ce que tu fais déjà aujourd'hui, mais que tu puisses aussi investir dans crypto, mais aussi dans d'autres classes d'actifs, et que tu reçoives du conseil, donc vraiment de l'accompagnement, par un conseiller et de l'IA, et ou de l'IA. C'est en train d'être défini. Ouais, c'est un bon timing pour c'est un bon timing. Il se passe des choses dans ce domaine, apparemment. Ouais, ok. Pourquoi Finary? Comment ça t'est venu, cette idée? Écoute, ça m'est venu comme beaucoup d'entrepreneurs pour des raisons très personnelles. En fait, j'ai eu le problème de suivre mon patrimoine. Donc, je me suis dit, je vais coder quelque chose avec un de mes potes qui s'appelle Julien, qui est devenu mon associé. Et on était dans une phase où on testait plein d'idées. Donc, tu vois, on avait lancé 2 boîtes avant, enfin 2 projets. Il y en a un qui avait assez bien pris, mais ça ne nous plaisait pas. L'autre, il n'avait pas pris. Et donc, c'était le 3e projet qu'on allait tester. On s'était dit, ce suivi de patrimoine, c'est quand même une thématique qui est importante. Personne n'est capable de le faire. Même les banques qu'on allait voir, les banques privées, elles n'étaient pas capables de nous donner un bon outil. Et donc, on a codé ça en 2 jours. Donc, c'était assez rapide. Et au bout de 2 jours, on l'a lancé, on l'a partagé à des amis, qui eux l'ont partagé à d'autres amis, et en fait assez rapidement on avait 200-300 personnes qui l'utilisaient. On s'est dit, c'est intéressant parce que les gens ils connectent leur compte, c'est des données qui sont quand même assez perso. Donc ça répond à un usage. Et après on a été pris on a été pris dans un incubateur, mais on en parlera un peu plus tard, qui s'appelle YC. Et en fait Finary, qui ne s'appelait pas Finary à l'époque, juste un projet est devenu une boîte parce que on s'est dit bon là on peut pas s'arrêter là. Parlons de YC, donc vous avez postulé chez YC, vous aviez été pris. Ouais. Et c'est quoi le retour d'expérience de Y Combinator? Parce que c'est un peu le mythe. C'est un peu le mythe, ouais. C'est un peu le mythe. Je pense qu'il y a surtout il y a en plus un mythe en ce moment parce que avec tout ce qui se passe autour de Sam Altman, OpenAI qui, tu vois, le board le vire, il revient. Sam Altman, c'était le président de YC il y a quelques années. Et donc nous, on a toujours voulu faire une boîte à l'américaine en Europe. Et franchement, tu vois, enfin YC, ça nous faisait rêver. C'est un peu le Harvard de l'entrepreneuriat. Coinbase, Airbnb, Stripe, enfin, il y a plein de boîtes qui sont passées par là. Et donc, on a postulé complètement par hasard. En fait, quelqu'un nous a demandé si on l'avait fait. On s'est dit, non, c'est vrai, on n'avait même pas pensé parce qu'à l'époque, Finary, c'était vraiment pas une boîte sérieuse. On était en train de bidouiller, quoi. On s'amusait. On a postulé, on a été pris quelques jours après. Donc, c'était fou. Et l'expérience, on me demande souvent, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'en fait, tu as un deal où tu donnes 7% de ton capital. Et en fait, en contrepartie, ils te donnent $150 000, ce qui est franchement pas grand-chose. 125 000 $, je crois. Je sais même plus, mais en gros, ils te donnent pas beaucoup d'argent, a priori, pour beaucoup de ton capital. Et tu as 3 mois d'accompagnement.
Et à l'époque, c'était en remote, c'était même pas à San Francisco. Maintenant, c'est revenu en présentiel. Donc eux, d'ailleurs, ils ont fait le switch remote back and forth. Donc on me demande tout le temps, est-ce que ça vaut le coup? Et franchement, ouais, c'est le truc le plus dingue que j'ai fait de ma vie parce qu'en fait, ouais, c'est évident. C'est évident parce qu'en fait, tu vois, j'ai côtoyé des gens comme mon mentor. En fait, donc t'as 3 mentors que tu vas voir toutes les semaines, tu les vois autant que tu veux. Et ensuite, tu peux avoir accès à n'importe qui du réseau YC, mais eux, c'est vraiment ceux qui te sont dédiés. Et il y en a l'un d'eux qui s'appelle Nicolas de Seigne, que je salue. Il a fondé une boîte qui s'appelle Algolia. Et en fait, Algolia, c'est un outil de search, c'est une API de recherche. Donc, bon, ceux qui font pas de tech, ils vont se dire ça sert à rien. Mais en fait, typiquement, ça permet d'avoir la recherche de Google dans ton site en 2 secondes sans la coder toi-même. C'est vraiment un métier à part de faire une recherche. Ouais. Algolia, c'est une boîte qui vaut $2 milliards. Et en fait, ce gars-là, je lui parlais tous les jours. Et il m'a donné plein de conseils. Je le vois encore depuis. Et donc, en fait, tu as accès à des gens qui sont d'un calibre qui est juste monstrueux. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que ça dure 3 mois. Et en fait, la conclusion de YC, c'est le Demo Day, où tu pitches devant 4 ou 5 000 investisseurs. Et en fait, ça renverse complètement la dynamique entre les investisseurs et les entrepreneurs parce que c'est toi qui es en position de force. Parce que tout le monde veut investir en toi. Eux, ils ont le FOMO et pas toi. Eux, ils ont le FOMO, mais ils sont comme des tarés. Toi, en fait, tu as envie d'aller chercher de l'argent, mais tu sais assez rapidement que ça va être la folie parce qu'en fait, tu reçois, je sais pas, j'ai reçu 200 ou 300 mails et leur truc est hyper bien fait en plus. Donc, bref, tu es vraiment en position de force. Mais le Demo Day, tu as peur en fait pendant les 3 mois parce que tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur? D'ailleurs, ça dure 1 minute le Demo Day par boîte. Tu as un slide. Donc, les gars qui me disent, ah non, il faut un deck pour pitcher, j'ai 1 heure de pitch. Non. En 1 minute, tu te rends compte qu'à la fin du programme, tu peux dire tellement de choses que tu peux t'arrêter à 40 secondes presque. Et tu auras très, très bien présenté ta boîte et tout le monde aura compris. Mais donc, pendant les 3 mois, tu es vraiment en compète avec ton groupe. En fait, on divise la promo dans des petits groupes. Pas en compète direct, mais en fait, tu as envie d'être le meilleur, quoi. Donc, toutes les semaines, on fait un point. Et en fait, il y en a un qui va dire, bon, nous, on vient de signer une LOI avec, je sais pas qui, 50 millions de dollars de commandes. Parce qu'il y a des gens qui font du hardware. Enfin, il y a tout, tu vois. Il y a des boîtes en Inde, en Chine, au Chili. Et donc, tu es face à vraiment le top du top. Et donc, tu n'as pas envie d'être le gars qui est nul. Et toi, tu vois, tu peux pas dire, bon, nous, on a fait une landing page, ou alors nous, on a trouvé le nom de notre boîte. En fait, ça, on s'en fout. Donc, c'est vraiment... Il cut complètement le bullshit. Tu te concentres sur l'essentiel, c'est-à-dire tu vas trouver ton product market fit, tu fais que ça. Tu parles à tes users, tu builds du produit, tu ships, tu travailles jour et nuit. Et franchement, on a travaillé jour et nuit, tu vois, pendant 3 mois. Et tu as cette émulsion, tu vois, tu as cette excitation permanente parce que tu parles à des gens qui sont géniaux. Le Brian Chesky d'Airbnb, tu vois, on l'a vu plusieurs fois. On a vu le gars qui a créé Twitch aussi, d'ailleurs, qui est devenu président d'OpenAI pendant 2 jours. Emmett Shear, tu vois, on l'a vu aussi. Donc, bref, c'était incroyable. Et d'ailleurs, nous, on a fait le programme qui n'existe plus maintenant, mais post-Serie A, qui est un espèce de YC, mais avec beaucoup moins de boîtes. C'est que les boîtes qui ont fait le programme initial, plus une Serie A dans laquelle YC a investi, parce qu'ils avaient un fonds à l'époque qui faisait de la Serie A et du late stage, enfin du gros. Et c'était limite encore mieux, parce qu'on n'était que 20. On était que 20. Il y avait 19 boîtes B2B et nous. Donc là, tu te dis, bon, c'est vraiment de la folie de faire du B2C, en fait. Dans quoi je me suis embarqué. Et surtout, tout le monde a levé de l'argent, donc tout le monde a exactement les mêmes problématiques. Alors que YC, en fait, tu as des boîtes qui ont 10 ans d'expérience, et des boîtes qui n'ont même pas de produits. Donc, tu as un peu de tout. Là, c'est hyper focus. Donc, long story short, si vous avez l'occasion de le faire, faut le faire à 100%. Tu parlais de Sam Altman. J'ai reçu dans mon podcast Arthur Kirou, le CEO de Vibe, qui a fait Y Combinator. Ouais. Et son mentor était Sam Altman à l'époque. Tu vois, dingue. Et on en parle dans l'épisode de podcast. J'invite les gens à aller l'écouter. Mais c'est assez dingue de pouvoir travailler en direct avec des gens comme ça, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est dingue. Moi, je l'ai vu. J'étais à SF il y a quelques semaines et il était là, en fait, tu vois. Et on a discuté avec lui. Il y avait plein d'autres gens. Il y avait un gars qui a fait... alors, ça a fait un petit peu un scandale. C'est voitures autonomes qui s'appellent Cruise, qui ont été lancées à SF. Donc, on a pu les tester. Depuis, ça a été interdit parce qu'il y a eu un accident mortel, malheureusement. Mais en fait, l'ambition de ces gens-là, elle est juste énorme. Et en fait, ça marche. Et je pense que, tu vois, j'ai dit, il faut absolument faire YC. Il faut absolument faire YC si on a envie de faire une boîte si on veut faire une boîte énorme. Si tu veux faire une boîte qui est juste hyper rentable, à petite échelle, bootstrappée, franchement, ça sert à rien. J'ai des potes qui ont fait YC, qui ont des boîtes bootstrappées, qui font des dizaines de millions d'ARR, mais c'est vraiment marginal. La plupart des gens, ils lèvent des fonds, tu vois, tu peux aussi être très rentable. Mais donc, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu as envie de faire une boîte et aller très très loin, et tu es prêt à prendre la voie du VC, qui est quand même une voie assez spéciale, et je pense que c'est le meilleur programme au monde. Aujourd'hui, Finari, vous êtes qu'en France.
On est en France principalement, mais en fait, on est disponible partout parce qu'on a toutes les banques européennes, tous les établissements financiers européens et tous les établissements financiers nord-américains. Donc, on a plein d'utilisateurs aux États-Unis, déjà au Canada. On a plein d'expats américains en France, en Allemagne. On a des Anglais, etc. Mais on s'est concentré, et on parlera du contenu, sur la France. Et je pense que ça, c'est un learning aussi que j'ai fait. Tu vois, d'ailleurs, quand on est arrivé à YC, la première question qu'on a posée à l'équipe, c'est est-ce que on... D'ailleurs, un autre de mes mentors, j'y pense, c'est assez marrant. Il a créé une boîte qui faisait, en gros, c'était Spotify, mais avant l'heure. Et l'une des personnes avec qui il a bossé, c'était Daniel Ek, qui a derrière créé Spotify. Et donc lui, bon, il l'avoue jamais, mais en fait, il est assez persuadé que Daniel Ek lui a piqué l'idée à l'époque, parce que lui, il s'est fait déchirer par les labels, il a jamais réussi à signer les majors et tout, donc il a jamais réussi à avoir les droits. Donc c'est toujours illégal son app, mais il a eu des dizaines de millions d'utilisateurs, c'était énorme. Et donc Daniel Ek est arrivé derrière, et lui, il a réussi l'exploit, parce qu'en fait, il a signé les majors, mais pour dire, en étant une sombre boîte en Suède, donc les gars se sont dit, bon, on s'en fout, c'est un petit marché. Donc tu vois, ouais, bref, t'as accès à des gens de dingue. Mais donc, quand on est arrivé, on leur dit, est-ce qu'on arrête la France et on vient tout de suite aux US, plus grand marché de finances personnelles au monde? Ça allait être ma question. Exactement. Et ils nous ont dit non, venez pas. Venez pas parce qu'en fait, c'est hyper compétitif. Si vous voulez faire une grosse marque, il va falloir dépenser des millions, des dizaines de millions en marketing. C'est déjà hyper advanced. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont là, alors qu'ils font pas ce que vous faites vous, mais il y a déjà beaucoup d'acteurs en place. Là où vous êtes en Europe, bon, pour eux, déjà, l'Europe, c'est un peu l'âge de pierre, tu vois. Ils se disent, vous avez beaucoup de retard, donc vous pouvez facilement surnager. Et donc, on s'est dit, OK, c'est vrai. Mais en fait, il y a à peu près 1 an, on a vraiment tranché. On s'est dit, on va faire d'abord la France. Très bien. Ça ne veut pas dire que Finari, ça existe en anglais et en allemand, tu vois. Donc, tu peux utiliser l'app dans ces pays-là, encore une fois. Mais le truc, c'est qu'on a vraiment concentré le produit, le marketing, le content, tu vois, sur le marché français pour gagner le marché. Et ensuite, on ira aux US parce que, bon, déjà, c'est mon rêve. Et ça reste le plus gros marché. Donc, tu vois, t'es un petit dans un très gros marché, tu surnages. La France, je pense qu'on ne se rend pas compte, tu vois, quand on est en France, parce qu'on est quand même un pays développé, un des pays les plus riches du monde. Les US, c'est juste 1000 fois plus gros, quoi. Il y a tellement plus d'argent dans le système, il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc, en finance et dans plein d'autres secteurs. Est-ce que, parce qu'il y a en plus, pour moi, il y a une grosse difficulté en France. Je comptais en parler après sur le sujet de la communauté notamment, mais c'est, tu sais, on dit beaucoup, oui, en France, l'argent, c'est un tabou, etc. etc. Ouais. Et vous adressez un sujet qui est finance, patrimoine, développement de patrimoine, etc. Et du coup, tu sais, il y a un peu cette particularité aussi de, en fait, OK, tu as décidé de te focaliser sur la France, qui est effectivement petit marché versus les US et tout. Et en plus, il y a une difficulté supplémentaire qui est le mindset et la culture, tu vois. Ouais. Comment est-ce que moi, tu vois, je me dis, est-ce que ça a été un challenge pour vous, ce truc-là, ou au contraire, vu que personne n'ose en parler, bah, ça a été ça votre opportunité, tu vois? Tu vois, ça a été un challenge parce que j'ai un bon ami entrepreneur qui se reconnaîtra, qui m'a fait vraiment la meilleure analogie de l'histoire de l'entrepreneuriat. C'est celle que je la donne à tout le monde parce que vraiment, ça m'a tellement marqué sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt? Donc lui, il me dit, toi, t'es un surfeur et ton produit, ta boîte, c'est une planche de surf. Mais ton métier, c'est de trouver la vague. Donc si tu fais du surf à Nice, bah, il va rien se passer parce qu'il y a juste pas de vague. Si tu fais du surf, je sais pas où il y a des vagues de 1 mètre, bah, ça va être super, mais tu n'iras jamais plus haut. Si tu fais du surf dans un endroit où il y a des vagues de 20 mètres, bah, même si t'es pas le meilleur, tu vas quand même te faire emmener. Alors peut-être que tu vas te faire éclater par la vague, mais au moins tu vas te faire emmener. Et c'est un peu pareil, tu vois, pour un entrepreneur. Donc si tu vas dans un marché qui est tout petit, pas éduqué, et il faut éduquer les gens, ouais, c'est dur. C'est vraiment dur de convaincre les gens d'acheter un truc dont ils n'ont pas besoin. Donc ça, c'est quand même un gros apprentissage. Maintenant, on a lancé en plein Covid. Et en fait, tu vois, il y a 1 million d'investisseurs, selon l'autorité des marchés financiers, qui ont commencé à acheter des actions au moment du Covid. Donc c'est énorme. Il n'y avait jamais eu ça dans l'histoire française. Mais on est toujours à un pourcentage très bas de la population qui détient des actions. Population adulte, je crois que c'est 15%. Donc c'est ridicule, tu vois. Mais aux US, c'est pas beaucoup plus élevé, c'est à 35%. Donc c'est pas non plus énorme. Oui, mais en valeur absolue, ça fait beaucoup plus de monde. Ça fait beaucoup plus de monde et surtout, ils s'y mettent vraiment parce que, pour des raisons assez marrantes d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pour des raisons. Le système des retraites est en fait responsable de beaucoup de notre absence d'éducation financière. Mais bon, on pourra y revenir. Et donc, nous, on est arrivé à ce moment-là où il y avait quand même un intérêt, les gens s'ennuyaient chez eux, donc ils voulaient prendre ça en main. Et en fait, notre approche, ça a été de dire, bah, ouais, c'est tabou, t'as raison, on n'en parle pas. Moi, j'en parle pas avec mes parents. Parce que eux, ça les intéresse pas, en fait, tu vois, ils font confiance à leurs banquiers, ils délèguent.
Il y a vraiment ce côté figure d'autorité, surtout quand tu es en banque privée, tu penses que tu es super bien traité alors qu'en fait, ils t'arnaquent. Et une nouvelle génération, notre génération, elle ressent pas du tout ça. En fait, il y a une sous-poche qui a décidé de prendre les choses en main. Et en fait, cette sous-poche, paradoxalement, pas paradoxalement, mais elle va finir par déteindre sur les autres. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, nous, on en a parlé. Forcément, au début, on a adressé qu'un tout petit segment de gens qui étaient déjà assez advanced en finance. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé. Et aujourd'hui, moi, chaque personne à qui j'en parle, évidemment que ça l'intéresse parce que qui ne veut pas avoir plus d'argent ou qui ne veut pas mieux gérer ses finances? La question, c'est pas si je le veux ou pas, c'est comment je le fais. Et donc, Finari, c'est la réponse à ça. Mais la première réponse, surtout, c'est l'éducation. C'est pour ça qu'on fait du contenu. Parce que franchement, si tu comprends les basiques, c'est pas dur d'investir. Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis persuadé. Tu vois, tu le vois quand tu regardes mes analyses de patrimoine sur YouTube, c'est pas de la rocket science. C'est juste que il faut savoir mettre bout à bout pas mal de petits trucs. Mais t'as pas besoin de faire des études supérieures pour ça. Franchement, tu peux tout lire sur Internet. Tu passes 1 heure, 2 heures à lire des contenus, à regarder des vidéos. T'es pas armé pour la vie, mais pas loin quand même. Tu peux en tout cas prendre les premières bonnes décisions qui vont te lancer. Est-ce que tu seras un investisseur de haut vol, sophistiqué? Non. Mais est-ce que tu as besoin d'être un investisseur de haut vol pour juste avoir, assurer ta retraite ou acheter ta maison ou être indépendant financièrement à 50 ans? Non. En fait, c'est assez simple. Donc, tu vois, c'est ça le premier pilier. Et d'ailleurs, un de mes objectifs complètement avoués, je suis en train de travailler dessus, c'est de convaincre le gouvernement d'introduire des cours de finances personnelles, mais dès le collège, en fait. Moi, je passe le brevet, ça me sert à rien, le brevet, tu vois. Le diplôme, je le donne à ma mère, elle est super contente, ou le bac, ou les bonnes notes. Et j'ai appris, j'ai fait maths spé, après j'ai fait des études de finance, ça m'a servi. J'ai appris plein de concepts théoriques, mais en fait, j'ai jamais appris à gérer mon argent. Mais tu mets 2 heures de cours de finances personnelles à la fin du collège, en 3e. 3 heures de cours de finances personnelles en terminale, mais pas par des profs, par des professionnels, à la limite des gestionnaires de patrimoine, hein, tu vois, pourquoi pas. Moi, je serais prêt à le faire gratuitement, franchement, je m'en fous complètement d'être payé pour ça. L'impact sur la vie des gens, c'est le meilleur investissement que l'État pourrait faire. Tu vois, l'État est toujours en train de payer pour tout en France. On a un État-providence qui veut aider, et c'est génial, tu vois, d'aider ceux qui en ont besoin. Mais tu vois, c'est la première chose à faire. Avec l'éducation, il y aurait peut-être moins de gens dans le besoin. Exactement, il y aurait moins de gens dans le besoin. Et en fait, tu vois, il n'y aura pas des débats complètement... en fait, quand tu t'expliques les débats qu'on a en France sur l'investissement à des Américains, à des Anglais aussi, à des Allemands, ils comprennent pas, tu vois, ils se disent mais c'est en fait les gens n'ont même pas compris les principes basiques de la finance. C'est absurde. Donc tu vois, on était quand même, tu vois, pour te dire d'où on vient, il y a quand même pas si longtemps que ça, il y avait un président qui disait la finance c'est mon ennemi. Tu te souviens de ça? Oui, c'était Hollande, tu vois. C'était il y a pas longtemps. C'était il y a vraiment pas longtemps. Et il y avait ce même Hollande avait mis la taxe sur les salaires à plus d'1 million d'euros, quelque chose comme ça. Et tu vois, hier je parlais à quelqu'un qui me disait à cause de cette taxe, moi j'ai quitté la France pendant quelques années. Et j'ai plein d'amis, tu vois, qui se sont posés la question au moment de créer leur boîte s'il fallait la monter en France. Parce qu'en fait, le régime fiscal, il est tellement dur et il est vraiment punitif avec ceux qui veulent créer des choses que t'as pas envie, tu vois. Et en fait, en France, on pense qu'on est dans une bulle, on pense qu'on est le seul pays au monde, en fait. On est dans un monde à part. Mais la réalité, c'est que moi, je prends un train, un avion, ma voiture, je traverse la frontière, je vais au Luxembourg, c'est un paradis fiscal, tu vois. Et il n'y a aucune frontière, c'est la même monnaie. Donc, faut aussi se mettre à jour. Donc, le gouvernement, tu vois, l'État a vraiment un rôle énorme à jouer. Et ça devrait se passer dès la petite enfance, parce que c'est comme ça qu'on mettrait le pied à l'étrier à tout le monde et qu'on démystifierait ce sujet qui est, tu vois, qui fait beaucoup trop peur. Hein. Après, il y a aussi, parce qu'il y a plein d'options, parce qu'il y a, tu vois, ça peut être un sujet très très vaste qui peut englober même des sujets de macroéconomie, tu vois, les sujets d'inflation et machin, tu vois. Tout de suite, en fait, le truc, c'est que tu connais tellement rien que quand tu ouvres une petite porte, derrière, il y en a une plus grosse, puis après, il y en a une plus grosse, etc. En fait, la réalité, c'est qu'il y a un 20-80. Complètement. Mais la plupart ne réalisent pas qu'il y a ce 20-80. Et toi, j'ai l'impression, et c'est notamment, tu vois, parmi les analyses de portefeuille, etc., que tu es en mesure de faire, je pense que si tu regardes quelqu'un qui regarde 10 vidéos de toi d'affilée, en fait, le 20-80, Il l'a, et peut-être qu'on devrait juste faire ça, tu vois, diffuser ça dans les écoles et ça suffirait, franchement. Mais tu vois, moi je pense que cette complexité, elle est entretenue par les gens qui te vendent du produit financier. Oui. Les banques, les conseillers. Ils ont un intérêt à le faire. Bien sûr, ils ont un intérêt. Donc ils vont dire, attendez, mais c'est compliqué, moi je vais vous enlever cette charge mentale, vous n'avez pas envie de vous en occuper. Et on a aussi cette obsession,
ce problème des impôts qui est quand même réel, tu vois, l'imposition est énorme. Et donc, cette obsession de vouloir défiscaliser à tout prix. Donc, tu vois, moi, il y a la question qui ne rate jamais. Le Pinel. Ouais, voilà, le Pinel, mais même avant, tu vois. Si tu veux savoir si quelqu'un est un bon investisseur ou pas, tu lui demandes, c'est quoi ton objectif? Si le gars te dit défiscaliser, c'est déjà terminé, tu peux lui donner le cours de finance de base, parce qu'en fait, il ne sait pas que l'investissement, le but, c'est pas de défiscaliser. L'investissement, le but, c'est que tu aies plus d'argent. Donc, on investit de façon fiscalement optimisée. On n'investit pas pour baisser ses impôts. Moi, je m'en fiche de baisser mes impôts. Si je paye 1 million d'euros d'impôts à un moment, c'est peut-être que parce que j'ai bien investi et que j'ai bien travaillé. Évidemment, je vais essayer d'en payer le moins possible, en toute légalité. Mais tu vois, c'est ce marqueur-là. On est en train aussi de sortir de ça. Mais franchement, tu vois, les conseillers, ils en abusent et ils vendent des produits. Et il y a aussi un autre truc qui est assez flagrant, c'est que c'est très dur d'accepter que tu aies fait des erreurs. Et ce que je vois souvent, c'est, tu vois, on explique des choses à des utilisateurs dans l'app. On leur dit, voilà, vous avez souscrit à ce contrat, il est bourré de frais, c'est une horreur. Vous avez tel fonds qui coûte une fortune. C'est des fonds actifs, bon bref, c'est pas très important. Ils vous mangent 40% de la performance sur 30 ans. Si vous les remplacez par des ETF qui sont des fonds passifs, qui coûtent très peu cher, vous allez pouvoir économiser, je sais pas, des centaines de milliers d'euros. Et en fait, les gens n'y arrivent pas, tu vois, ils n'arrivent pas à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que ça présuppose que tu acceptes que tu te sois trompé. Et ça, c'est très dur. Et ça, c'est vraiment très, très dur. Et ça, je l'avais sous-estimé. Donc aujourd'hui, tu vois, on est en train de remettre de l'humain parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de passer par la case « je parle à quelqu'un » qui va me rassurer, qui va peut-être me tenir la main en me disant « c'est pas grave, tu vois. Ouais, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai fait plein d'erreurs en tant qu'investisseur et je m'en fiche, tu vois. Et chaque erreur, d'ailleurs... Comme beaucoup, je pense. Mais comme tout le monde. Si t'as pas fait d'erreur, c'est que t'as pas investi, en fait. Ouais, ou même que t'as pas entrepris, que t'as rien fait dans ta vie. Ouais. Il faut à un moment subir des échecs. Le but, c'est de pas aller au tapis. Mais tu vois, c'est vraiment très dur. Il y a une barrière mentale. Et après, une fois que tu la casses, bah, c'est bon, tu vois, t'as plus aucune limite. Et t'as pas besoin, encore une fois, de tout connaître. Moi, je connais pas du tout et ça ne sert à rien. T'as pas besoin de connaître tous les schémas. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Est-ce qu'il faut faire une holding ou une SCI ou un truc ou machin ? Il y a plein de solutions possibles, tu vois. Et c'est aussi OK d'y aller progressivement. Moi, je veux faire de la course automobile. Je suis pas en train d'espérer un baquet en Formule 1 pour commencer. Je vais déjà commencer par du kart. Bon, ça va, je fais du kart, donc maintenant, je vais regarder des voitures de moyenne puissance, tu vois. Mais je prends les choses progressivement. J'accepte ça. Bah, c'est pareil quand tu investis. Et ça, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde binaire. C'est soit je suis un expert absolu, soit j'y connais rien. Et je préfère mettre des œillères et tout oublier. Mais bon, ça change. Franchement, tu vois, ça change. Et on est en train de... Je suis sûr que dans 2-3 générations, ça va être la folie, tu vois. Parce que ça sera aussi hyper simple, hyper accessible et que ça sera surtout la norme de le faire. Ouais. Grâce à Finari. Grâce à Finari, évidemment. Finari devrait être remboursé par la Sécu, tu vois. On me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit plein de fois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, tu vois. C'est franchement, pourquoi pas ? Tu vois, on rembourse plein de trucs. Pour moi, c'est un peu, d'ailleurs, j'aime bien le parallèle avec la médecine. Bon, tu vois, mes parents, ils adorent aller, ils adoraient m'envoyer chez le médecin dès que j'avais un petit bobo. Et en fait, moi, depuis que je suis adulte, je gère ma santé très différemment. Et j'essaie beaucoup plus de faire du préventif que de faire, tu vois, d'aller soigner quelque chose qui est déjà partiellement cassé. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Je sais qu'il y a des fois, évidemment, on n'a pas le choix, évidemment. Mais tu vois, c'est un peu pareil. C'est pourquoi pas anticiper, tu vois ? Pourquoi attendre que le problème soit là ? On peut vraiment anticiper et se former, tu vois, en amont. Ok. Petite citation que du coup tu avais dit qui était même les financiers savent pas gérer leur patrimoine. Ouais, surtout les financiers. Franchement, surtout les financiers savent pas gérer leur patrimoine. J'ai dîné chez un ami hier qui travaille dans une des banques, je pense. Si je dis le nom, tu vois, tout le monde va se dire waouh, ça doit être un truc de fou. C'est un mec qui fait des projets de fou, tu vois. Il lève des milliards pour des entreprises et il s'en occupe pas. Et là, on parle de très gros revenus, tu vois. Et des gens comme ça, j'en connais 13 à la douzaine, mais les financiers, c'est le plus marrant parce que tu vois, quand tu es face à un gars qui est trader ou qui est le pire, c'est les gestionnaires de fortune qui gèrent pas leur propre fortune. Moi, j'ai parlé à un patron d'une banque privée qui est une des banques privées, vraiment, encore une fois, un nom, tout le monde le connaît. Le gars me dit, moi, j'ai un appartement et 500 000 euros en cash sur un compte. Voilà. Et toute la journée, ce gars-là va donner du conseil à des clients en leur disant, oh, il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Et le gars, tu vois, il était limite fier de ça. Et je me dis, mais c'est ridicule. Tu vois, nous, on est en train d'embaucher des conseillers financiers. Dans l'offre, c'est marqué, c'est obligatoire que toi, tu investisses aussi, que tu sois un investisseur actif. Si tu n'investis pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais pas parler de... Je suis pas comme un journaliste sportif qui commente le foot. Tu vois. Moi, je veux un consultant, un mec qui a été joueur de foot et qui, derrière, peut en parler. Tu n'as aucune légitimité, sinon. Donc, ouais, c'est aussi... dites-vous que même les financiers les plus sophistiqués, qui ont fait des grandes études, etc., ils s'en occupent pas.
eux, ça leur fait le moins mal peut-être, parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Mais Oui. s'ils s'en occupent pas, vous inquiétez pas que leur banque s'en occupe pour eux, et leur banque, elle leur ponctionne des frais de dingue. Donc Ouais. en fait, c'est des poules aux œufs d'or, ces gens-là, pour eux. Et c'est quelque chose que tu vois aussi chez tes users. Complètement. Tout le temps, mais tous les jours. Franchement, quand les gens m'envoient leur patrimoine, ou même quand des amis me montrent leur profil, mais c'est à pleurer, tu vois. Putain, toi, avec les soirées entre amis, tout le monde doit être en train de te dire alors vas-y, qu'est-ce Bah que je ouais, devrais qu'est-ce faire que je fais? Et en fait, les gens, tu vois, ils s'attendent à un truc sophistiqué, parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi ce rêve de se dire, Oui, plus c'est compliqué, plus c'est bon. oui. Bah non. C'est comme le growth hacking. Tu Ah vois, ouais, dans le non, business, mais, tu vois, le growth hacking de ouais, non, mais attends, mais moi, tu veux pas me sortir des hacks et tout. Non, en fait, t'as des trucs simples à faire. ça marche pas les hacks, tu vois. Moi, j'étais comme ça, tu vois. Moi, à un moment, j'étais obsédé par le gros hack. Je voulais absolument prendre un raccourci. Maintenant, c'est tout l'inverse. Et tu vois, je pourrais t'expliquer. 20-80. Mais exactement. Et surtout, une fois que tu as trouvé ton truc, tu fais que ça. Et tu vois, il y a un exemple qui est vraiment super, qui illustre bien le problème. Il y a plein de gens à qui je vais dire, bon, tu as plein d'actions dans ton patrimoine. Alors déjà, tu as acheté les actions, bravo. Tu l'as probablement acheté via une assurance vie, donc ça, c'est une erreur, mais bon, peu importe, ou c'est une erreur. En tout cas, c'est pas la première enveloppe que je prendrais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer sur un ETF. Donc, tu vas vendre toutes tes actions qui sont généralement des actions françaises, genre Alstom, etc., qui sont ce qu'elles sont. Et tu vas prendre un ETF, par exemple le MSCI World ou le MSCI All Countries ou le S&P 500, peu importe, tu vois, un indice large. Et en fait, du coup, les gens, ils sont hyper perturbés parce qu'ils me disent, mais oui, mais du coup, j'ai qu'une ligne dans mon patrimoine, enfin, dans mon portefeuille financier, c'est pas du tout diversifié. Bah non, t'as pas qu'une ligne parce qu'en fait, le MSCI World, c'est 60% d'US, 30% d'Europe, 10% de Japon, c'est tous les secteurs, c'est toutes les industries, c'est tous les types d'entreprises, celles qui sont cycliques, celles qui sont, tu vois, les entreprises de croissance, etc. Donc en fait, t'as tout. C'est juste que psychologiquement, tu dis non, il y a une arnaque, c'est trop simple. Moi, je veux un truc avec du levier, je veux un produit structuré, je veux, je sais pas quoi. Non. Je veux trader parce que je pense que je vais réussir à battre le marché. Non, en fait, vous n'arrivez pas à battre le marché, ça n'existe pas, tu vois. Même les gérants, hier, j'étais avec un gérant pro qui a eu une société de gestion qui l'a revendue. Et tu vois, aujourd'hui, tout son discours, c'est de dire c'est une arnaque, la gestion active, donc d'acheter et de vendre des titres pour essayer de battre le marché. C'est une arnaque, ça marche pas. Le seul truc qui est bien, c'est que les gérants, ils prennent des frais énormes. Mais juste mathématiquement, quand tu réfléchis 2 minutes, c'est quasiment impossible de battre le marché si chaque année, tu dois faire juste rembourser tes frais. C'est-à-dire que tu dois faire la performance du marché, qui va être entre 8 et 10% par an, en annualisé, en moyenne, hein, évidemment, il y a de la variance. Il y a des années à moins 40, il y a des années à plus 50. Donc tu dois faire plus 8, plus 2, parce que tu prends 2% de frais. Mais ça, sur une année, tu dis, bon, ça va. Mais en fait, au bout de 30 ans, c'est les intérêts composés, ça marche aussi sur les frais, quoi. Donc c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, il y a très peu de gérants qui arrivent. Donc tu vois, c'est pourquoi un particulier qui n'a aucun edge d'information, qui n'a accès à aucune recherche particulière, etc., qui passe 2 minutes dans sa vie et qui regarde BFM pour s'informer, pourquoi lui, il y arriverait? C'est illusoire d'y penser, tu vois, de penser ça. Donc franchement, ça sert à rien d'essayer. La gestion passive, c'est très bien. Et les trucs simples, généralement, si tu peux les expliquer à ta grand-mère ou à ta mère, c'est que c'est probablement très, très cohérent et que c'est un bon investissement pour toi. Plus c'est compliqué, plus il y a des schémas avec de la défiscalisation du Pinel, du machin, du truc. Non, stop, ça marche pas ça. Enfin, peut-être que ça marche une fois sur 100, mais pourquoi risquer ça, tu vois? Joue ce qui est relativement sûr. Ok. Bon, on va parler un peu de marketing. Yes. Donc, vous, dans votre stratégie de croissance, il y a notamment 2 gros piliers qui, pour moi, sont très importants et qui vous différencient vraiment d'autres acteurs du marché, même que ce soit dans la finance, évidemment, mais même dans la plupart des boîtes tech, etc. C'est communauté d'une part, contenu d'autre part, et contenu notamment autour du personal branding, enfin, jusqu'à maintenant en tout cas, ouais. avec toi et les vidéos notamment sur YouTube. Donc, déjà, pourquoi avoir développé ces piliers-là et comment tu t'y es pris pour lancer un peu la machine? Tu vois, le premier point, la communauté, c'est hyper important parce qu'on construisait un produit qui était sensible. On allait demander les données personnelles aux gens. On était inconnus au bataillon. On avait 0 crédibilité. Donc, il fallait qu'on montre qu'on est réel, tu vois. C'était vraiment ça le premier point. D'ailleurs, c'est pour ça que le personal branding est assez rapidement rentré dans l'équation. Donc, moi, j'ai décidé que, après une discussion avec mon associé, que ça allait être moi qui allait incarner la boîte. Lui, il n'avait pas envie, il était très content que je le fasse. Et franchement, tu vois, moi, j'adore faire ça, donc c'est très cool. Donc, je voulais me mettre en avant pour montrer que, voilà, je suis une vraie personne, j'ai des vraies opinions. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais ce que je fais avec passion et je suis là pour faire quelque chose avec vous, la communauté. Et donc, assez rapidement, on a créé un forum. Pendant 1 an, on a parlé à 2 sur le forum parce que clairement, il n'y avait personne, tu vois.
Et sur le forum, on avait deux objectifs. C'était, d'une part, on fait un nouveau produit. On n'a pas la science infuse, donc dites-nous ce que vous voulez. Le forum, c'est l'endroit où on discute. Et mon but, clairement avoué dès le départ, c'était que ce forum, il devienne progressivement un forum sur la finance personnelle. Moi, je voulais que ça soit l'endroit où tu vas voir, où tu vas poser tes questions, où tu vas lire des témoignages sur l'investissement immobilier, la crypto, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, tu vois, c'est le deuxième plus gros forum finance de France, derrière le forum finance de jeuxvideo.com qui est énorme. C'est clairement pas la même audience. Donc je pense que tu vois, on est le premier sur les CSP+, ça c'est sûr. On est devant Reddit par exemple, largement. Et c'est devenu un truc qui est génial. Et donc la communauté, non seulement elle vient aujourd'hui pour parler de finance, mais surtout elle vient aussi pour participer au produit. Et donc on l'implique énormément dans tout notre processus de développement. Nous, on va regarder, tu peux voter pour les fonctionnalités. Donc en fait, on va regarder ce pourquoi tu as voté. Ensuite, on va interroger les gens qui ont voté. On va leur dire, tiens, on est en train de développer la fonctionnalité. Est-ce que vous voulez venir faire des interviews avec nous ? Parlez-nous de votre expérience, pourquoi c'est important pour vous, quels sont les outils que vous utilisez actuellement pour répondre à ce besoin-là que la fonctionnalité va couvrir. Donc tu vois, ça fait vraiment partie du processus, c'est pas fake quoi. Et ça, c'est vraiment un gros avantage compétitif parce qu'en fait, il y a personne, la finance, tu vois, ça génère aucune émotion chez les gens. Il y a personne qui rentre dans une agence bancaire et qui se dit, en sortant, faut que j'en parle à mes amis parce que là, c'était vraiment fou ce qui vient de se passer. Enfin si, peut-être, tu vois, mais parce que c'était complètement lunaire l'expérience qu'il vient d'avoir avec son banquier. Franchement, la plupart du temps, c'est juste nul comme expérience. Même les sites sont, tu vois, toujours bleus, tout nul. Enfin, c'est pas intéressant, quoi. Donc... Alors, attends, excuse-moi de te couper. Vas-y. Quand tu disais la finance, ça génère pas d'émotion, la finance est un sujet extrêmement émotionnel parce qu'il est tabou, blablabla. Mais tout ce qui te permet... Les produits financiers. Les produits financiers. Les interfaces, voilà. les marques. Cassent absolument tout l'émotionnel qu'il y a sur le sujet. C'est hyper boring. Et encore, tu vois, ça, c'est marrant parce que je me rendais pas compte... En tant qu'utilisateur, tu vois, aujourd'hui, franchement, tu télécharges l'app de ta banque, à part vraiment les pires élèves, franchement, ça va, tu vois, l'app, elle est OK. Oui, franchement, en termes d'ergonomie, ça roule. Passe, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, tu découvres les banques B2B, les banques d'entreprise. Et là, tu rentres dans un monde complètement parallèle où tu te dis, mais comment c'est possible que ce truc-là existe encore, tu vois ? Nous, on était dans une banque où il fallait encore envoyer des papiers tout le temps. Il n'y avait rien qui marchait. Le site était horrible. On ne comprenait rien. Ça buguait tout le temps, tu vois. Ouais. Et on se disait, ces gens-là, ils gèrent des milliards et des milliards et des milliards. C'est horrible. Ils te dégoûtent limite du truc. Là, tu as un truc comme Conto qui passe. Et forcément, l'expérience, elle est juste géniale. C'est hyper clean, c'est hyper simple. Tu t'en fous, tu vois, de ton compte bancaire d'entreprise. Ça devrait être un détail. Et donc, vraiment, on a voulu casser ça. Donc, on a aussi investi vachement dans le branding. Aujourd'hui, on a 4 designers sur 30, tu vois. Je pense que c'est sur 30 personnes. C'est beaucoup. On a un head of design qui a été un de nos premiers employés. D'ailleurs, c'était un de mes amis qui m'avait recommandé ça. J'arrivais pas à embaucher des designers. Il m'a dit, mais non, prends un head of design. Et c'est lui qui va créer son équipe. Parce que lui, il a la street cred, tu vois. Il est déjà connu sur la place. Donc, dans la place ou peu importe. Et il va poser une marque et ensuite, il va faire monter des designers. Donc, en plus, tu peux prendre des designers qui sont un peu plus juniors, qui vont peut-être te coûter un peu moins cher. Mais il va les faire monter en puissance et il va savoir reconnaître les gens qui ont vraiment du talent. Et donc, c'est une grosse partie chez nous et ça fait partie de notre succès. Il n'y a aucune boîte qui réussit que par son branding. Mais en tout cas, quand c'est beau, c'est déjà plus agréable. Et donc, on a vraiment voulu créer ça. Et le côté personal branding, tu vois, je te disais que c'était pour créer la confiance parce que aussi, ça humanise quelque chose qui crispe, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, les gens, si tu leur dis, les utilisateurs de Finari, tu leur demandes qui est Mounir, je pense qu'ils savent à peu près tout ce qu'ils savent. Parce que tous les mails, c'est moi. Enfin, toute la com, c'est moi, tu vois. Et c'est pas parce que je suis égocentrique, c'est juste parce que ce matraquage-là, il te permet de créer un lien. Tu vois, là, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui me disait « Ah, c'est marrant, je t'ai reconnu parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je me demandais qui t'étais et je me suis souvenu que c'était toi, la petite tête en bas des mails. » Bah ouais, tu vois. Et en fait, je me suis dit « Bah oui, c'est une idée que j'ai eue à l'époque, il y a super longtemps parce que je l'avais vu sur le gars qui faisait Todoist. Ouais. C'est un truc de liste de To-Do, tu vois. Je trouvais ça génial. Alors, je savais bien que c'était pas lui qui envoyait les emails, mais en fait... Quelque part, je me disais, je le connais ce gars. Et du coup, je le suivais sur Twitter. Et du coup, je sais pas, j'ai une petite connexion avec cette marque. Ouais. Et je me disais surtout, c'est une vraie boîte à qui me parle. C'est pas un gros machin. Et donc, ça, c'est vraiment un hack qui est hyper simple. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut incarner sa boîte. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut avoir envie de le faire. Parce que c'est hyper chronophage et ça prend aussi de la place dans ma vie. C'est-à-dire que moi, maintenant, on me reconnaît dans la rue. Alors, pas tout le temps, mais à Paris, on me reconnaît souvent dans la rue. On me reconnaît dans plein d'endroits. Donc, c'est OK. Mais il faut savoir que ça peut être un des effets collatéraux. Alors, c'est un bon effet collatéral, c'est-à-dire que ça marche, mais ça prend de la place, tu vois. Mais si vous avez envie de le faire, franchement, c'est un hack. Moi, si je remonte une boîte, je le fais, mais day one, tu vois. Ma marque, c'est un asset
à part, tu vois. Il y a Finari, il y a Mounir, on est liés, mais le jour où Finari s'arrêtera pour quelque raison que ce soit, ou je quitterai le projet, bah moi, je garderai ma marque et je continuerai à la développer parce que c'est hyper utile. Donc, tu vois, c'est aussi, on parle souvent de side business, mais en fait, ton premier side business, ça devrait être toi, tu vois, ton image. Et l'avantage aussi, effectivement, c'est que demain, tu remontes une autre boîte. T'as un avantage énorme. C'est un avantage de dingue, en fait, parce que les gens, ils vont te suivre, ils vont être curieux, ils vont machin. Exactement. Tu pars de... Et ça, c'est vraiment, tu vois, encore une fois, l'américaine. Les Américains, ils sont juste trop forts en personal branding. Tu vois, t'as le bouquin de Alex Hormozy derrière. Bah, lui, c'était pas trop une inspiration à l'époque, parce que je connaissais tout simplement pas. Quand j'ai vu son content, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a un autre gars qui m'a beaucoup marqué, c'est Noah Kagan. Franchement, Noah Kagan, tu vois, ce qu'il fait, c'est exactement ce que j'ai fait après. Le gars, il a une super marque. Il va faire du super contenu qui va s'adresser à l'audience de sa boîte qui vend des deals en fait de tools. Et du coup, dans ses vidéos, il va insérer des call to action en disant voilà, si vous êtes entrepreneur, sachez qu'en ce moment, on fait une promo sur notre site, je sais plus comment ça s'appelle. AppSumo. Voilà, AppSumo. Mais c'est génial en fait. Et le gars, il fait ça avec passion, il est sincère, il fait du contenu de dingue. Il fait franchement, ses interviews, les longues interviews. Je sais pas quoi. Ouais, tu vois, il a interviewé le gars, je sais plus comment il s'appelle, John Paul, machin là. Incroyable ce gars, tu vois. Et c'est un gars, vraiment, il est super fort. Et du coup, Paul Mitchell, c'est Paul Mitchell, je crois. Exactement. Et bah, tu vois, je crois que John Paul, c'est le nom de la marque. Et Paul Mitchell, parce que je crois que c'est le nom de son associé. Ils ont mixé leurs deux noms. Bah, tu vois, aujourd'hui, AppSumo, je suis sûr à 99% que leur mix d'acquisition, YouTube est le premier canal. C'est sûr, tu vois, mais, ou TikTok ou Instagram, tu vois, mais c'est la vidéo. C'est sûr et certain. Et c'est un canal qui est hyper sain en plus. Donc le branding, ça peut aller très loin, mais c'est un avantage énorme. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les grosses marques, les grosses boîtes, elles iront jamais faire ça. Tu vois, tu parlais de la communication corporate dans la finance. Waouh, c'est incroyable. Tu vois, tu regardes les vidéos, tu te dis, ça a coûté 50 000 € à faire. C'est nul, il y a 4 vues sur YouTube, personne n'a jamais vu le contenu. Mais c'est un truc de dingue, tu vois. Nous, on peut faire le même truc en 3 secondes. Moi, je connaissais rien à tout ça. J'avais jamais fait une vidéo de ma vie. Je m'étais jamais mis en avant, etc. Franchement, tout le monde peut le faire et c'est un avantage énorme. Aucun de vos gros concurrents, ou en tout cas les acteurs établis, n'ira sur ce segment. C'est pas suffisant, mais en tout cas, ça peut être un avantage énorme. Je reviens sur la communauté. Yes. Comment, pendant un an, vous étiez que 2. Ouais. Comment vous êtes passé de 2 à plusieurs milliers? Alors, on a fait des petits gros hacks que je pourrais partager une autre fois, je pense. Mais c'est les hacks que font tous les gens pour lancer des forums. Le forum, tu vois, c'est un peu la poule et l'œuf, tu vois. Il faut qu'il y ait de l'activité. Oui. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait des gens qui postent. Donc, au bout d'un moment, tu vois... Donc, tu crées des utilisateurs. Et puis donc, tu crées pas des utilisateurs, mais surtout, il y a toute ta boîte qui se répond toute la journée, tu vois. Mais en tout cas, il faut lancer la machine. Et le deuxième point que j'avais un peu oublié, tu vois, franchement, c'est un utilisateur un jour qui nous a permis de débloquer un truc. Le gars, donc à la base, on était que sur web. Donc, Finari, c'était vraiment une web app. Et tu avais le forum, mais ils n'étaient pas liés les deux. T'avais pas non plus, aujourd'hui, tu as du SSO, enfin, tu peux te loguer, t'as automatiquement un compte sur la communauté, etc. Ça, à l'époque, on n'avait pas. Et donc, un jour, il y a un gars qui me dit, mais c'est hyper chiant, je suis obligé j'ai aucun lien quand je suis sur Finari pour aller voir la communauté. Et je me suis dit, mais je suis complètement débile, en fait. Ça devrait être front and center dans l'expérience, tu vois. Ça devrait être dans ta face quand tu arrives. Et après, quand on a demandé aux gens, c'est quoi la valeur pour vous de Finari? Pourquoi vous revenez? Et il me disait, bah, évidemment, je veux voir la valeur de mon patrimoine, mais bon, il évolue pas non plus tous les jours. Alors que les sujets sur la communauté, il y en a tout le temps des nouveaux, donc c'est hyper intéressant. Là, c'était un peu le moment où on s'est dit, bah ouais, on est peut-être un peu con. Et donc, aujourd'hui, sur la web app, tu vois, tu as un tab dédié à la communauté. Et franchement, la communauté, tu vois, on me dit tout le temps, tu utilises quel tool, blablabla, mais on s'en fout. Vous utilisez un tool. Moi, j'ai pris un tool, le même tool que Revolut utilisait ou Monzo. Grosse inspiration, Monzo. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai rencontré le fondateur de Monzo qui s'appelle Tom, parce que c'est un coach maintenant, il est devenu partner à YC. Et donc là, tu vois, encore il y a 3 ou 4 semaines, on lui a parlé avec Julien, on lui a présenté ce qu'on faisait, enfin on lui a représenté ce qu'on faisait et tout. Donc comme quoi, ce gars qui m'a hyper inspiré à l'époque, bah maintenant j'y ai accès. Mais en tout cas, tu vois, on a pris un tool, on s'en gratos évidemment, et on a lancé ça. Mais en tout cas, on l'a vraiment mis dans l'expérience. Et encore, je trouve qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. Donc si je devais refaire l'histoire, bah je pense que j'essaierais de l'inclure dès le début. Mais franchement, tu vois, techniquement, tu n'as pas besoin de faire des trucs très compliqués. Il faut juste que, par exemple, dans ton onboarding, dans ton CRM, tu envoies un email dans ta séquence d'activation où tu dis, bah tiens, va découvrir le forum et t'expliques après comment marche le forum, comment poster. Moi, je fais un thread où il faut se présenter. Du coup, c'est le thread où il y a 1 milliard de messages. Mais en fait, les gens, ils adorent se présenter, tu vois. Vous pouvez aller voir les messages. Les gens, ils vont donner toute leur vie
sur ce message. Après, il y a d'autres gens qui rebondissent, etc. Enfin, c'est incroyable. Mais vraiment, l'inclure dans le produit, dans l'expérience, c'est ça qui a permis, in fine, de faire décoller le truc. Donc, Finari marchait bien. Et donc, les gens qui s'inscrivaient sur Finari, ils terminaient sur la communauté. Et en plus, et ça, c'est un side effect que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que la communauté, c'est aussi du contenu. C'est du contenu qui est créé organiquement par des gens que tu ne rémunères pas, donc c'est incroyable. Et donc ce contenu, il est frais, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux messages, un deuxième plus gros forum finance de France. Donc en fait, ça c'est indexé dans Google. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous trouvent grâce à Google. Il y a même, on est souvent premier, tu vois, sur des mots-clés qui viennent d'émerger. Par exemple, quand il y a le Blast Club d'Anthony Bourbon qui a été lancé, il y a un gars, direct, il a posté un message c'est quoi avis Blast Club. Donc tu vois, t'as envie de dire, mais en fait, toi, t'as fait du SEO dans ta vie, c'est incroyable. Même le title était parfait. Ouais. Et du coup, je pense qu'encore aujourd'hui, tu tapes avis Blast Club, Finari. Alors, on n'est peut-être pas premier, mais on est dans les 3 premiers, je suis sûr, tu vois. Et si tu regardes les autres pages, ça va être des pages SEO, donc ça va être intéressant, tu vois. Mais nous, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est des vrais avis. Oui. Tu vois, il y a vraiment des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai investi. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, je pense que c'est un scam. Et donc, t'as du débat. Et nous, on vient modérer tout ça, mais en fait, nous, on n'est pas responsable du contenu, tu vois. On s'associe pas, on veut juste que ça reste civil et que ça reste de la qualité. Mais donc, tu vois, ça crée ce truc humain. Et le fait de voir, et je pense que, alors ça, je ne l'ai jamais vérifié, tu vois, mais je le sais, le fait de voir qu'il y a d'autres gens qui postent sur la communauté Finari, tu te dis, ah ouais, en fait, il y a des vraies personnes qui utilisent cette app. Bien sûr. Ça légitime le produit à fond. Bien sûr. Et encore une fois, ça revient à notre truc de trust qui est clé dans notre expérience. Donc, tu vois, c'était évident, tu vois, quand j'y pensais. Et franchement, moi, quand je l'ai fait au début, tout le monde me disait, c'est de la merde, ça sert à rien, ne le fais pas. Et aujourd'hui, tu vois, on me paye même pour donner des cours sur comment créer une communauté, comment on fédère une. Mais en fait, tout le monde peut le faire, tu vois, j'ai rien fait de magique. Il faut juste mettre à bout quelques trucs. Et il faut regarder un peu au-delà de son horizon. Et franchement, moi, je suis allé voir ce qui se faisait, encore une fois, en Angleterre, où ils étaient beaucoup plus forts que nous. Et c'est Monzo qui a été vraiment mon inspiration principale. Et comment il s'appelle, Duolingo, qui a aussi créé une communauté offline. Ça, on a lancé ça, on a fait des meet-up maintenant dans plein de villes, on a des ambassadeurs qui les créent pour nous et tout. On n'a pas encore réussi à scaler ça autant que je voudrais, parce que ça prend du temps. Mais communauté online, franchement, c'est clé et c'est trop bien. Maintenant, la question, c'est comment t'en fais du business. Et ben, nous, tu vois, je pense que juste avoir alors j'utilise plein d'anglicismes, désolé, mais tu vas juste avoir du share of mind ou juste juste que les gens pensent à toi quand ils pensent finance, je pense que ça a une valeur énorme. Et donc, quand ils voudront investir, bah, ils passeront par toi. Ou quand ils voudront passer à l'action, bah, ou quand ils voudront aller plus loin, ils prendront l'abonnement, tu vois. Donc, c'est hyper, hyper important. Sur l'app mobile, parce que j'ai pas précisé, mais je suis client Finari. Cool. Sur l'app mobile, il y a ta tête aussi, parce que les vidéos YouTube sont mises en avant aussi. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup trop tard. Tu vois, cross-poster le contenu dans ton produit, c'est évident quand tu y penses en fait. Mais moi, j'étais tellement obsédé par construire des fonctionnalités liées à l'investissement, à la finance, que j'ai jamais pensé vraiment à ça. Et c'est mon head of design qui m'a dit, mais franchement, faisons ça, faisons ce qu'on appelle le newsfeed. Et donc effectivement, tu vois ma tête régulièrement, et c'est une des fonctionnalités préférées des gens, parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, tu vois. Et donc ça leur pousse le contenu, donc ça c'est trop bien. Donc faites-le. Enfin, si vous faites du média, n'oubliez pas d'en parler, tu vois. Ça paraît bête, mais en fait, peut-être dans le guidon, tu le vois pas. Mais ouais. Et tu vois ma tête, désolé. Ah non, mais moi, écoute, ça me dérange pas. Et puis, en fait, le truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, tes vidéos, c'est des use cases. Donc, ça va aussi légitimer l'expertise, exactement. Etc. Et aussi voir qu'il y a des gens qui sont peut-être comme toi. Tiens, t'es médecin, tu vois qu'il y a un médecin qui partage son patrimoine. Ah ouais, donc, tu vois, je me dis, encore une fois, c'est réel. Oui. Les gens, je pense qu'au début, ils pensaient que c'était du fake, les cas. Et maintenant, ils voient, parce qu'en fait, il y a les gens qui répondent dans les commentaires YouTube qui disent c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est incroyable, tu vois. Ouais. On l'avait pas du tout prévu, donc c'est trop bien. Si je reviens un peu sur le contenu aussi, donc là, le truc qui a vraiment boom pour vous sur la partie contenu, c'est les analyses de patrimoine. Ouais. Avant ça, tu as testé plein de formats. Et puis donc après, il y a ce truc-là où je pense que tout de suite, tu t'es dit « Ouh, il y a un truc un peu spécial qui est en train de se produire. » là. Voilà. C'est parti comme ça tout de suite. Et maintenant, vous avez plus de 40 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Bravo, parce que franchement, très peu. Grosse perf. Voilà. On est, et je suis désolé de dropper des trucs comme ça. On est la 3e plus grosse chaîne de finance sur YouTube. J'ai découvert ça hier, tu vois, je ne savais pas. On est devant un gars que j'adore, Asher, qui a été une de mes grosses inspirations, tu vois, pour la crypto, que j'ai reçu d'ailleurs. On a fait plus de vues qu'Asher sur les 30 derniers jours. Et donc ça, je me dis, franchement, moi, j'y connaissais encore une fois rien. Donc comme quoi, tout est possible. Et surtout, c'est un kiff. Mais ouais, pardon. Donc on a plein de formats, ouais. Et comment est-ce que... tu vois, bon, ok, tu te lances dans une stratégie vidéo. Ouais.
C'est quoi tes conseils un peu sur... parce que tu vois, bon, ok, maintenant ça semble évident, tu as trouvé ton format qui fonctionne bien, un peu la martingale, tu vois. Ouais. Mais avant, bon, encore une fois, t'as un peu galéré pendant quelques temps. Des années. Ça a été quoi un peu la roadmap? C'est quoi les trucs et pourquoi enfin, j'imagine que t'as rien lâché parce que t'avais la conviction qu'il allait se passer un truc, mais une boîte, et tu vois, ça a été un sujet de conversation avec des CMO, etc. dernièrement sur on aimerait bien lancer une stratégie YouTube, est-ce qu'il y a un peu des best practices, les machins? Bon, toi, t'as craqué le game, c'est quoi tes conseils? Bah déjà, pourquoi on a fait du YouTube? Parce qu'en fait, avant, on faisait des ads. On avait beaucoup d'organique, bouche à oreille et tout, mais on voulait accélérer, donc on a fait pas mal d'ads. Et il y a eu un changement sur iOS, sur Apple, il y a un an à peu près, enfin plus d'un an, je sais plus. Et donc en gros, ils ont changé la façon dont ils attribuaient les conversions. Et c'est devenu extrêmement difficile de faire des ads rentables. Vraiment, ça a détruit des industries entières. Il y a vraiment des boîtes qui sont parties au tapis, tu vois. Il y en a plein. En tout cas, les coûts d'acquisition ont explosé. Et donc, nous, on n'arrivait pas à faire fonctionner les ads. Et au bout d'un moment, moi, j'en ai eu marre, tu vois, de faire des ads. Et j'en ai eu aussi marre de payer des influenceurs que je trouvais nuls, franchement. Parce qu'ils parlaient de mon truc, et ensuite, ils parlaient d'un autre truc, et ils en parlaient mal à chaque fois, tu vois. Donc, je me disais, ils savent pas parler de ma marque, ils savent pas parler de mon produit. Ça me coûte cher, ça me rapporte rien, parce qu'eux, ils peuvent pas te garantir un ROI, tu vois. Ils disent, ouais, moi, je te garantis des vues, des likes, ça sert à rien, ça, je m'en fous. Tu vois, tout le monde peut faire des millions de vues sur TikTok. TikTok, nous, ça ne sert à rien. Donc, on n'en fait pas, tu vois. On poste sur TikTok histoire d'eux, parce qu'on sait jamais, mais que du contenu organique. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe si on devient notre propre média? Et aujourd'hui, c'est ça l'ambition de Finari, c'est devenir le plus gros média financier francophone d'abord, mais ensuite on fera toutes les langues en finance, et devenir le premier site d'information financière, ou plutôt site éducatif financier de France, tu vois. Premier aujourd'hui, c'est Boursorama, donc on a un peu de boulot. Et pour info, Boursorama, à l'origine, c'est un site d'information financière qui a racheté un courtier, et donc c'est devenu une banque. Tout à fait. Donc en fait, le move est assez classique, tu vois. Et ça, c'est un bon learning, c'est que des fois, ça sert à rien de réinventer la roue. Il faut juste regarder un peu dans l'histoire, les trucs dont personne ne parle. Tu regardes, il y a 20 ans, des boîtes qui aujourd'hui paraissent un peu poussiéreuses. Et encore, Bourso, c'est pas un bon exemple, tu vois, parce qu'ils sont vraiment bons. Mais tu regardes des vieilles boîtes, tu te rends compte que les schémas que tu peux appliquer aujourd'hui, ils marchent encore. C'est juste que c'est des canaux différents, mais c'est la même histoire. Et donc on a commencé par faire du contenu nul autour de notre produit, on présentait des features, etc. On faisait des témoignages, mais en fait, ça faisait hyper fake, tu vois, c'était bidon, et tout le monde s'en fout de ton produit, c'est ça la réalité, tout le monde s'en fout. Et donc, le premier moment où on a un peu capté qu'il fallait faire quelque chose, et qu'il fallait switcher, c'est quand on a compris qu'il fallait donner de la valeur aux gens. Alors, ça paraît très marketing, etc. Mais donner de la valeur, c'est juste donner de la valeur en étant hyper généreux. Donc, c'est-à-dire que tu n'attends rien en retour. Donc, on s'est dit, comment on peut donner de la valeur tout en... obtenant quand même quelque chose, enfin on veut obtenir un truc en retour à terme, tu vois, il faut que l'investissement en vaille le coup. Et le premier truc qu'on a fait, bon, je dis que ça n'a pas marché tout de suite, mais en réalité ça a quand même marché assez bien rapidement, c'est ce qu'on appelle les Finari Talk, où en gros je reçois des gens. Et donc je reçois des experts, tu vois, il y a un des plus gros gérants de SCPI en France, en tout cas celui qui collecte le plus s'appelle Quorum, donc j'ai reçu le CEO de Quorum. J'ai reçu Marc Fiorentino, qui est un peu le premier influenceur de l'histoire de la finance personnelle en France. Donc j'ai reçu plein de gens comme ça. Et déjà, ça a été un kiff perso parce que j'ai pu accéder à des gens géniaux avec l'excuse d'avoir un média. Et aussi, ça nous a permis d'avoir une espèce de vitrine. Et en fait, on s'est rendu compte que le Finari Talk, qu'on a fait au début avec des webcams à 120 €, pareil, on me demande tout le temps c'est quoi ton modèle de caméra et tout. Et moi, je faisais pareil. Encore une fois, on s'en fiche, tu vois. Ça n'a aucune importance. Achète n'importe quel micro, achète n'importe quel truc, commence. Et ensuite, maintenant, on a un studio professionnel. Tu auras tout le temps de faire un vrai studio quand ça marchera. Mais déjà, fais un contenu qui marche. Il n'y a personne qui ne regarde pas la vidéo parce que la qualité, elle est pourrie. Ça, vraiment, je peux le garantir, je peux le dire. Et donc, on a fait ces vidéos. On s'est rendu compte que ce n'était pas un channel d'acquisition, c'était plutôt de la rétention. C'est-à-dire que les gens qui adoraient nos vidéos, c'était des gens qui étaient déjà utilisateurs parce qu'ils y voyaient de la valeur et tout. Donc, on a dit, OK, intéressant. Donc, format de rétention, clairement, on le garde parce que c'est une super bonne vitrine. Aujourd'hui, tu vois, là, on a fait un talk qu'on a publié, je crois, il y a 2 mois, qui va faire 100 000 vues. C'est la première fois qu'on va faire 100 000 vues sur un talk. Donc, c'est vraiment cool. Et on en fait toutes les 2 semaines. Maintenant, on a vraiment trouvé une bonne cadence. On a d'ailleurs une équipe dédiée. Et on va faire le premier talk hors des studios. On va aller dans une concession automobile de luxe pour faire un talk sur les voitures. Donc, tu vois, on peut aussi se faire plaisir en plus au passage. Mais donc, on s'est dit, OK, comment on fait un contenu qui est généreux, qui apporte de la valeur aux gens, mais on arrive à convertir des nouveaux utilisateurs. Donc, c'est là que l'analyse de patrimoine est venue. Franchement, je l'ai vu. En fait, les formats existaient de façon... pas exactement ça, mais il y avait des formats similaires qui existaient. Moi, je les ai vus, c'était surtout à l'étranger. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, ça faisait longtemps que l'idée me trottait en tête. J'ai appelé le gars qui faisait la grosse avec moi, qui s'appelle Florian. Je lui ai dit, bon, Florian, là, franchement, cette idée, là, j'en ai marre. Ça fait des mois que j'y pense. On fait l'épisode, genre maintenant. Et en fait, on va analyser le patrimoine de quelqu'un de notre équipe, tu vois.
Donc on l'a fait et on le poste. Et là, boum, le truc part direct, tu vois. Ou je sais plus, c'est peut-être un médecin. Parce que tu vois, on avait un pote médecin qui était là et qui disait ok, vas-y, je le fais. Et donc le truc part tout de suite, mais vraiment alors qu'on avait 3 abonnés sur YouTube. Donc ça, on s'est dit ok, là le format ça marche. Et donc depuis, on a professionnalisé le truc encore une fois et c'est beaucoup plus quali. Et on a trouvé la formule qui nous permet à la fois de donner de la valeur, parce qu'en fait tu vois plein de cas différents, tu as des millionnaires, tu vois là on va faire bientôt un format où on va regarder le patrimoine de quelqu'un qui a entre 50 et 100 millions d'euros. Donc clairement, je pense que personne n'a jamais vu ça ou fait ça, et on fait venir un gestionnaire de fortune qui est le gars qui gère son patrimoine. On ne dira pas qui est le client, mais le gérant sera là, tu vois. Donc tu vois des trucs que tu ne vois pas, tu vois des tout petits patrimoines de gens qui débutent, qui ont 1000 euros de patrimoine, et tu vois des mecs qui sont du coup hyper riches. Et donc tu vois tous ces cas-là, tu vois aussi plein d'erreurs. Je pense que ça c'est important. J'invite aussi des gens avec moi pour que tu vois on ait plein de points de vue différents. Et surtout la force du truc, c'est que tu vois le produit. Parce qu'en fait, il faut m'envoyer son lien de partage pour faire la vidéo. Donc on avait un partage sur Finari qui était pourri, vraiment horrible, et donc on l'a refait. Et aujourd'hui, YouTube, c'est notre canal d'acquisition numéro 1, tu vois, sur ça. Et c'est parce que les gens voient le produit. Donc ils voient le produit, ils ne savent pas ce que c'est. Ils se disent ah ouais, c'est intéressant, ça m'apporte de la valeur. Tiens, c'est quoi ce truc-là c'est quoi l'outil qu'il utilise? Ah, c'est Finari. Le gars, en plus, je le connais. Ça m'inspire confiance. Je m'inscris, je reçois des mails. C'est le même gars que j'ai vu dans les vidéos. Et hop, tu vois, ça lance ce truc. Tiens, il y a une communauté en plus, ça apporte de la valeur. Donc aujourd'hui, tu vois, ça paraît évident quand tu fais tout le Bien truc. sûr. À l'époque, posteriori, c'est toujours facile. Exactement. À l'époque, j'avais aucun plan. Et tu vois, si ça marchait pas, j'aurais tenté un autre format. Et là, on a lancé un format qui s'appelle Finactu, qui est un format plus d'actualité. Toutes les semaines, c'est pas moi d'ailleurs qui le présente. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe et qui le fait très bien, qui le travaille vachement, tu vois, on en parlait avant d'enregistrer. Lui, il va vraiment faire un travail rédactionnel beaucoup plus poussé. Alors, on fait aussi un travail sur les analyses de patrimoine, mais c'est cool quand l'analyse, elle est un peu fraîche, tu vois, et quand c'est pas trop scripté. Lui, il va vraiment scripter sa vidéo. Là, on va faire d'autres vidéos que vous verrez bientôt sur la chaîne, qui sont complètement nouvelles. Et à terme, on aura, je sais pas, peut-être 10 formats. Et c'est trop bien. Et aujourd'hui, on va même, tu vois, l'équipe qui fait de la vidéo, elle est en train de grossir très, très fort. Parce que, encore une fois, moi, je préfère investir là-dedans et c'est hyper rentable par rapport à faire des ads. Le contenu, il est evergreen, tu vois, il dure. Donc, mon conseil, c'est d'abord essayer de faire un format qui vraiment va donner de la valeur à votre persona, pas juste faire des vues, ça sert à rien de faire des vues. Si vous adressez à des femmes enceintes et que vous faites des vues auprès d'hommes de cadre supérieur, ça ne sert absolument à rien. Enfin, de cadre supérieur homme, aucun intérêt. Donc, il faut faire des trucs qui servent ton audience. Il faut tester des formats. Et nous, c'est YouTube, mais ça peut être TikTok, ça aurait pu être Insta, ça aurait pu être Amo, tu vois, une nouvelle app qui vient de sortir par les gens de Zenly. J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut tester et il faut pas se brider. Il faut pas non plus réfléchir pendant 1000 ans, franchement. Et c'est un de nos avantages, ou c'est un de mes avantages, c'est que Finari, tu vois, c'est un peu choquant, tu vois, ce que je dis, mais Finari, c'est pas une démocratie, tu vois. C'est autocratique. Et c'est moi qui décide tout ce qui se passe dans le produit. C'est moi qui décide de toutes les grandes lignes directrices. Ça veut pas dire que mon équipe a pas de liberté et qu'elle s'exprime pas. C'est juste que je vais définir le cadre et eux, ils vont s'exprimer comme ils veulent à l'intérieur. Mais d'abord, le cadre, c'est moi qui le pose et je pense que c'est le boulot du CEO et j'ai beaucoup mûri là-dessus. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui va dire on va tester. Et franchement, moi, je reste persuadé que c'est le boulot du fondateur ou des fondateurs ou de la fondatrice ou peu importe de définir ces règles-là. Tu peux pas dire non, la croissance, je le laisse au CMO. Mais non, c'est ta boîte en fait. Si t'as pas de clients, ça sert à rien, tu vois. Donc, c'est toi qui dois t'en occuper, c'est toi qui dois craquer le channel. Après, et c'est là où on a une équipe de dingue, le faire scaler. Mais ça, faut mettre des experts qui sont 1000 fois plus forts que toi. Moi, j'y comprends rien, tu vois. Moi, je m'assois dans une chaise, je parle, et après, je sais pas comment on fait du montage, je sais pas comment ils optimisent les trucs, j'en sais absolument rien. Ça m'intéresse pas, tu vois. Mais eux, ils sont beaucoup plus forts là-dessus. Mais avoir l'idée et surtout y aller et dire à l'équipe, les gars, c'est décomplexé, on s'en fiche, on teste des formats, on itère. Et on analyse. Ça, je pense que c'est le boulot, franchement, c'est le boulot des founders de le faire. Il faut le faire. Et il faut se lancer. Donc, faire une stratégie vidéo, il n'y a pas de stratégie, tu vois. C'est qu'est-ce que vous aimez bien comme contenu? Ok, vous aimez bien ça, on fait ça. Et tu vois, moi, j'aime bien aussi, et ça aussi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu choquant de dire ça pour les gens peut-être. Mais moi, j'aime bien rendre hommage. Donc, quand je vois quelque chose qui est bien, eh ben, je vais le réinterpréter à ma sauce. Et franchement, tu vois, ça me fait toujours penser au Segway. Je sais pas si tu te souviens du Segway, tu vois. En fait, il n'y avait pas d'usage du Segway. Et le gars, il s'est dit, on va créer un usage. Et ben, ça a été un fail. D'ailleurs, pas le créateur, mais l'un des propriétaires suivants est mort en tombant d'une falaise en Segway. Donc, c'est quand même assez horrible, mais c'est très paradoxal et c'est très... ça illustre bien le problème de ce truc. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple de se dire, tiens, le vélo électrique, c'est en train de cartonner. Bah, je vais faire un vélo électrique. Parce que l'usage, il existe. Le marché, il est là. Tu vois, la vague, elle est réelle. Et je vais juste le faire en mieux, en moins cher, en plus beau, en ce que tu veux, tu vois.
Donc, ça sert à rien de réinventer la roue, franchement. Faites ce qui existe déjà en mieux, en n'ayant pas vraiment d'agenda, en vous demandant comment on va monétiser Day One, aucune importance. Aujourd'hui, même on gagne de l'argent avec YouTube. En fait, tous les ad revenus qu'on génère avec YouTube, ça paye. L'équipe, ouais. Ça paye l'équipe, ça paye en fait le coût de fonctionnement. Donc le channel, il est incroyable, il est hyper héroïste. Mais c'est ça mon conseil, c'est vraiment de se lancer et de vraiment d'abord se poser la question de son persona. C'est où est ton audience ? Nous, on a une audience plutôt CSP+, ils sont sur YouTube. Voilà. S'ils avaient été sur TikTok, j'aurais peut-être été TikToker, tu vois. Ok. Que ce soit sur la communauté ou le contenu, c'est quoi les datas que tu regardes et qui te font te dire ok, là on est plutôt sur là c'est quelque chose d'intéressant, il faut qu'on aille creuser tout. Bon, alors sur YouTube, les vues, les abonnés, évidemment, surtout parce que vous avez eu un peu une explosion, mais tu vas peut-être plus sur la communauté. Du coup, c'est quoi un peu les datas que vous regardez ? Franchement, moi la communauté, je regarde pas les datas. Ok. Moi, la seule data que je regarde, c'est mon revenu. Vraiment, il y a rien qui m'intéresse. Les DAU, enfin les daily active users, les monthly active users, le truc, le machin, ça m'intéresse absolument pas. Je m'en fous. Moi, je regarde combien je gagne, comment ça bouge, tu vois. Je regarde le new revenu, l'existing revenu. Je regarde mes stats entre le gars qui sign up et le gars qui confirme son abonnement. Donc sign up to trial, enfin le gars qui lance un essai, le gars qui confirme son essai. Je regarde les gens qui déposent de l'argent, les gens qui créent un compte crypto chez nous, qui déposent de l'argent, etc. Enfin, moi je regarde que les métriques liées au revenu. Et donc tout ce que j'essaye de faire après, c'est de voir des corrélations. Et donc typiquement, nous on voit que la probabilité pour que quelqu'un prenne un abonnement, elle est démultipliée s'il a posté sur la communauté. Mais voilà, tu vois. Et l'autre chiffre qu'on a trouvé qui est juste, qui a été un peu aussi un élément clé, tu vois, je sais pas si tu te souviens, chez Facebook, il y avait un chiffre qui disait que quand tu ajoutais 7 amis, tu avais une rétention qui était dingue. Tu étais activé. Nous, c'est pareil, tu vois, il faut connecter 3 établissements. Si tu en as 3, si tu en as 2, tu n'en connectes que 2. Mais la plupart des gens chez nous, ils en ont plein, tu vois. Tu connectes 3 établissements, ta courbe de rétention, elle est incroyable. Tu connectes 2 établissements au moins, tu te charges à 1000%. Et donc, ce qu'on fait, tout notre onboarding, il est uniquement axé sur ça. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, c'est axé sur, vas-y, connecte ces 3 banques-là. Et ensuite, on est quasiment certain qu'on va pouvoir te montrer de la valeur. Mais honnêtement, tout ce qu'on regarde, c'est le revenu. Même maintenant, on regarde le revenu par team. On a 3 squads, on pourra peut-être en parler, tu vois, comment on est organisé. Et chaque squad a son PNL. Moi, c'est comme une mini-boîte. Moi, j'ai ma squad perso, tu vois, et il y a 2 autres PM qui ont chacun leur squad. Et moi, je dis, les gars, votre seul but, c'est de générer du revenu. Alors évidemment, on a posé un cadre, on s'est mis d'accord sur des valeurs, on s'est mis d'accord sur une vision long terme que j'ai définie avec mon associé et qu'on a ensuite, tu vois, mis en musique. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ça. Et franchement, ça facilite toutes les discussions. Parce que le reste, c'est des vanity métriques. Tu vois, c'est cool. Évidemment, on est content d'avoir 40 000 abonnés sur YouTube. Mais si ça nous rapportait 0 business, c'est pas important, tu vois. Mais aujourd'hui, on peut l'attribuer. Tu vois, donc on a mis dans l'onboarding. C'est ma question. Tu peux l'attribuer, ça, bien sûr. Quand tu crées ton compte sur Finari, on te demande comment tu nous as connus. Et ça, tu vois, je me suis dit, mais ça sert à quoi de passer du temps à développer un onboarding comme ça sert à rien. Mais maintenant, j'ai envie de me taper, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait le premier jour ? C'est indispensable de pouvoir attribuer, de pouvoir savoir d'où viennent les users. Parce qu'en franchement, tu n'en sais rien au début, tu es aveugle. Et donc, nous, on le voit, tu vois, dans les charts. Aujourd'hui, je te dis 40%, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est 40% des users qui viennent de YouTube, voire plus. Et surtout, le user qui vient de YouTube, mais c'est le meilleur user qu'on ait jamais eu. Il convertit beaucoup plus, il poste beaucoup plus dans la communauté, tu vois. Donc, c'est génial pour nous. Donc forcément, c'est le golden channel et on le pense. Et franchement, il y a beaucoup plus de place. Et on pense d'ailleurs que YouTube, on va le scaler. Enfin, on pense. Moi, je suis persuadé, j'en sais rien, mais j'en suis persuadé que je vais réussir à le scaler dans d'autres pays. Tu vois, je suis franco-allemand. Et YouTube, moi, je vais le lancer en Allemagne. Je vais le lancer aux US. Et aux US, ce sera pas moi qui ferai le contenu, mais la méthode, elle est là. Tu vois, elle existe. Ce sera exactement la même. Mais c'est indispensable de pouvoir attribuer ça dans l'onboarding. Mais après, en fait, tu peux aussi faire un survey. Tu vois, tu fais un sondage. Tu demandes à tes clients comment vous avez connu Finari ou votre boîte, et tu sauras assez rapidement les grandes tendances. Et tu vois, d'ailleurs, on le fait chaque année. Là, on vient de voir les résultats du sondage de fin d'année que tu as peut-être reçu, que tu as peut-être répondu d'ailleurs. Et en fait, dans ce sondage, on voit que YouTube, maintenant, c'était inexistant l'année dernière. C'est numéro 1, canal d'acquisition numéro 1 maintenant. Donc, comme quoi, tu vois, on peut retourner le truc très rapidement. Ça fait même pas 6 mois qu'on est au taquet sur YouTube. Tu mentionnais les équipes. Ouais. Comment vous êtes organisé en interne du coup ? Parce que naturellement, vous n'avez peut-être pas une organisation très traditionnelle d'un point de vue acquisition vu que vous capitalisez sur 2 sur 2 leviers qui sont assez rares dans les boîtes. Donc comment vous avez organisé un peu la chose ? Ouais.
Alors on a beaucoup itéré franchement, tu vois, c'est pareil, j'ai envie de dire, chacun doit trouver la bonne sauce. Ça, je suis 100% d'accord. Franchement, moi j'ai lu tous les articles, tu vois, j'ai tout testé. J'ai voulu m'inspirer des autres et in fine, et d'ailleurs c'est assez marrant, le fondateur de Airbnb, il a fait un podcast récemment chez un gars qui s'appelle Denis Rachitsky, je crois, j'arrive jamais à dire son nom, qui est vachement bien. Très très cool comme podcast, je confirme. Et en fait, ce qu'il dit dans le podcast, il nous avait déjà dit qu'on avait fait YC, en gros il a repris les rênes de Airbnb qui était devenu un machin, c'était devenu une association caritative, tout le monde donnait son avis. Et moi, j'étais dans des boîtes où c'était un peu, tu vois, on débattait de la couleur des murs. Enfin, ça devenait vraiment lunaire. Il a repris les rênes et il a dit maintenant, je décide de tout. Je m'implique dans tout. Est-ce que je micromanage ? Oui. Mais en fait, micromanage, c'est pas la façon dont vous le pensez. En fait, moi, je veux juste comprendre le sujet et je veux être sûr qu'on soit bien aligné et je veux plonger dans des trucs et ressortir. Mais ça veut pas dire que je peux pas, en fait, donner, tu vois, empower les gens. Et tu vois, moi, je me fais coacher, j'en ai parlé plein de fois déjà. Et mon coach, il m'a donné une bonne métaphore qui vraiment m'a un peu débloqué un truc, c'est de dire, un artiste, tu vois, il a un cadre. Et son cadre, bah, c'est la toile. Et c'est grâce à cette toile, le fait d'avoir délimité son cadre, qui va pouvoir faire exploser sa créativité. Et bah, le boulot d'un CEO, c'est pareil, c'est de poser un cadre, tu vois. Et donc, la façon dont on est organisé aujourd'hui, c'est qu'on a les fameuses 3 squads. Il y en a une qui est rattachée directement à moi, il y en a 2 autres avec des PM qui sont super talentueux. On est full stack, c'est-à-dire que chaque squad a un designer, un front, web, mobile, un back-end, et après des fois ils ont d'autres gens en plus. On a plein de fonctions, tu vois, transverse, marketing et tout, c'est transverse, donc chacun peut aller voir le marketing et bosser avec eux. Et chaque squad a sa roadmap. Et encore une fois, la seule chose qu'on regarde, c'est le revenu. Et donc toutes les semaines, on se fait des points ensemble, tu vois, on se fait un weekly sur le product, où il y a les squads, les PM, il y a le head of design, il y a le head of growth, le lead growth. On pourra aussi parler du fait de donner des titres très importants, de ne pas en donner parce que ça ne sert à rien, ça va juste créer de l'ego. Et donc, tu vois, on va juste s'aligner. Il y a aussi l'engineering lead. On va s'aligner sur les sujets, on va aussi partager la connaissance. Pendant longtemps, ces réunions, c'était très top-down, c'est moi qui donnais le ton. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai un peu craqué le truc. Et aujourd'hui, chacun apporte ses sujets et c'est vraiment du brainstorm, tu vois. Donc, on est vraiment là pour juste partager nos connaissances. Et ça, je pense que tu vois, le moment un peu clé, ça a été... c'est pas évident de bosser avec moi, tu vois. Je suis assez exigeant, je connais très très bien ce qu'on fait. Donc, en gros, je vois beaucoup de choses que les gens voient pas. Et donc, ça peut être un peu, tu vois, ça peut être un peu chiant, honnêtement. Parce que ou non, tu vas te sentir paralysé, tu vas te dire, mais en fait, je vais jamais faire un truc à la hauteur. Et en gros, moi, j'ai un peu lâché du lest aux gens. Mais on a passé un espèce de contrat où j'ai dit, bon, les gars, moi, je vous lâche la grappe. Par contre, j'attends d'avoir une qualité qui est vraiment top. Et je veux que vous fassiez des trucs qui nous rapportent du revenu. Tout le reste, ça m'intéresse même pas. Tu vois. Vous venez même pas m'en parler. Et ça a un peu débloqué le truc. Et en fait, on a aligné la boîte autour de ça. On a même, tu vois, on a motivé tout le monde en disant, tu peux faire une boîte de produits. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Tu peux faire une boîte de produits en étant focus sur le revenu. Et encore une fois, tu vois, chez Capitaine Train, c'était une super boîte de produits. Franchement, c'était une boîte de dingue. Et j'ai beaucoup appris. Et il y a beaucoup de gens de qui je suis encore resté très proche. Il y a des belles boîtes qui ont émergé de Capitaine Train. Mais le revenu, c'était un peu un gros mot, tu vois. Et donc, typiquement, on prenait des commissions sur les billets de train. C'était une app pour réserver ses billets de train. Et donc, c'était très marginal. En fait, on gagnait très peu. Et donc, il y avait un gros débat sur est-ce que, par exemple, on prend des frais sur les gens qui payent en dollars. Tu vois, est-ce que tout le monde, quand tu payes sur un site dans une monnaie étrangère, tu prends toujours des frais? C'est juste la base. Tu vois, tout le monde fait ça. Et nous, on le faisait pas, par idéologie, je sais pas trop, tu vois. Et donc, moi, j'avais été un peu biberonné à ça. Et donc, quand j'ai créé Finari, j'ai vraiment eu du mal à faire payer les gens. À passer le cap, à faire payer les gens. Alors ça, on l'a fait payer assez rapidement, mais aussi à faire comprendre à toute l'équipe que le seul but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Parce que sinon, c'est pas une entreprise, c'est une association à but non lucratif, tu vois. Et c'est OK, mais c'est pas mon but. Et pour moi, oui, on a levé de l'argent. C'est génial. Mais en fait... Une fois que tu as levé de l'argent, tu lances le chrono et tu as X mois ou X années avant que ça se tarisse. Donc, moi, j'ai pas envie de relever de l'argent. J'ai envie que la boîte elle soit rentable. J'ai envie qu'on défonce tout et qu'on fasse un produit de dingue pour nos users. Et donc, c'est pas un gros mot. Et donc, vraiment, avoir des squads qui sont full stack, qui ont toutes le même objectif et qui communiquent entre elles et qui shippent à une cadence de dingue. Tu vois, parce qu'en réalité, le fait d'avoir 3 squads, c'est aussi pour pas les mettre en compétition, mais un peu recréer ce qu'on avait chez YC. En fait, tu dis, waouh. Attends, eux, ils ont shippé ça. J'ai pas envie d'être le groupe en retard. Ouais. J'ai pas envie d'être le dernier, tu vois. Là, quand on a commencé à montrer le revenu par squad, il y a 2-3 gars qui ont fait la gueule, tu vois. On avait des débats sur, attends, est-ce qu'on peut le dire et tout, que la squad machin, elle est complètement à la rue sur le revenu.
Bah ouais, enfin, honnêteté radicale. Enfin, si on le dit pas, il va se passer quoi? On met le problème sous le tapis, mais il est encore là le problème. Et encore une fois, le but, c'est pas de les défoncer et de dire qu'ils sont pas bons. Le but, c'est juste de dire, les gars, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que vous Comment pensez... on peut aider Ouais, exactement. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites maintenant, moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est quoi ton objectif? Donc, le gars, il me dit, mon objectif, c'est je veux faire 1 million d'euros de revenus. Je fais, ok, comment tu fais pour faire 10 millions de revenus? Ou si tu veux faire 10 millions de revenus et t'as 3 mois, c'est quoi le premier truc que tu fais là, tout de suite? Et généralement, c'est pas du tout ce qu'il avait mis sur sa roadmap, tu vois. Tu dis, bah, mec, du coup, fais ça, tu vois. Et après, tu vas vite, t'itères. Et ça aussi, c'est un truc, YC nous l'a bâché à mort. Et franchement, c'est pareil. Moi, je lance jamais des trucs qui sont parfaits. Et d'ailleurs, je le dis sur la communauté. Tu peux aller lire les sujets où généralement, il y a des gars qui sont un peu outrés que tout soit pas parfait au lancement. Mais heureusement, tu vois, que c'est pas parfait au lancement. Parce qu'en fait, sinon, tu lances jamais. Si t'as pas un peu honte de la feature que tu lances, c'est pas ma citation, hein, c'est le gars de LinkedIn, bah, c'est que t'as lancé trop tard. Et donc, nous, on lance énormément de choses et on est OK de dire qu'il y a une cadence de folie. Et le dernier point qui est important, c'est qu'on a mis du temps, tu vois, à clarifier la culture qu'on voulait avoir. Et ça, c'est aussi quelque chose que dit Brian Chesky dans son podcast. C'est qu'il ne faut pas que tu t'excuses pour ta culture. Il ne faut pas que tu veuilles que tu prennes la culture de quelqu'un d'autre parce que, tu vois, tu as vu, ici, on est chez l'Emlist ou l'Empire. Tu dis, ah, ça a l'air cool, je vais faire comme eux. Bah ouais, si tu es exactement comme eux, fais comme eux. Mais si tu n'es pas comme eux, fais ton truc, tu vois. Tu peux t'en inspirer, évidemment, mais fais ton truc. Et donc, nous, avec mon associé, on s'est trop longtemps un peu excusé pour qui on était, enfin, pour ce qu'on était. Et ça, aujourd'hui, on l'a complètement évacué. Donc, nous, on va faire une boîte énorme. Et donc, oui, ça va être intense, tu vois. Oui, on attend des gens qui se donnent. Donc, non, chez nous, c'est pas du 9h de 18h30, tu vois. Non, ça n'existe pas. Mais par contre, ce que je te promets, et ce que je peux promettre à chacun, c'est que ça va être l'expérience la plus enrichissante de sa vie, mais à tous les égards, tu vois. Donc, tu vas énormément apprendre, tu vas tout faire, tu auras une liberté totale, et tu vas t'éclater. Est-ce que ça va être dur? Non, ça va pas être dur, ça va être juste un kiff absolu. Si t'as pas envie de ça, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas grave, il y a plein d'autres boîtes qui seraient ravies de t'accueillir. Mais en tout cas, si tu signes le contrat chez nous, c'est ça. Et chaque 3, 6, 12 mois, on refait un point pour dire est-ce que tu es encore motivé? Parce qu'il faut que les gens soient motivés, tu vois. Donc nous, on a envie de gens qui soient au taquet. Donc ne vous excusez pas pour votre culture, mais même assumez-la. Et donc d'ailleurs, je finirai ma longue diatribe là-dessus. Tu vois, j'ai mis un poster chez nous qui a fait un peu jaser, tu vois. Et donc c'est une citation de Schwarzenegger que je trouve hyper intéressant parce qu'il a un parcours de malade mental et que voilà, il y a un documentaire Netflix ou un bouquin qui raconte ça. Franchement, parcours de dingue, tu vois. C'est un film, ce gars. Enfin, sa vie, c'est un film. Et donc, la citation, c'est Early to bed, early to rise, work like hell and advertise. Et moi, je trouvais ça intéressant. Et donc, tout le truc un peu borderline, c'était work like hell, ça va faire. Enfin, les gens vont croire qu'on attend d'eux qu'ils bossent 24h/24. Non, en fait, c'est pas du tout le message. Le message, c'est juste qu'il faut bosser dur, évidemment, mais il faut aussi advertise. Et là où les gens ont le plus de mal, c'est d'advertise, on fait des super features, mais après on a du mal à en parler, comme si c'était sale, tu vois, comme s'il fallait qu'une autre équipe s'en occupe. Mais non, si t'es product manager, ton boulot, c'est de faire quelque chose et ensuite de le vendre. Dans cet ordre, donc de créer, de distribuer. Si tu oublies la partie distribution, t'es pas un product manager en fait. Je sais pas ce que t'es un consultant, tu vois, ça sert à rien. C'est qui en parle d'ailleurs dans le podcast. Exactement, il en parle. Et en fait, je me suis dit, mais évidemment, tu vois. Et moi, j'étais vraiment dans cette mouvance à ce moment-là. Donc, quand j'ai entendu le truc, je me suis dit, mais trop bien, tu vois, que ça reconfirme. Et surtout, par rapport à ce qu'il nous avait dit à YC, il a encore amplifié son discours. Et d'ailleurs, Brian Chesky, j'arrêterai là-dessus, sur Airbnb, c'est lui qui incarne le truc, tu vois. Là, moi, j'ai un appartement que je mets sur Airbnb. Et dans le mode hôte, si t'as un appartement, tu vois ce truc-là. Et t'as une vidéo où il te dit « Salut, c'est Brian, en fait. On fait notre release biannuelle. Et donc, on a lancé des nouvelles fonctionnalités pour les autres parce que l'expérience a été vraiment nulle. Parce que voilà, moi, je loue ma maison. Enfin, il loue une chambre dans sa maison. Tu peux vraiment la louer. Et je me suis rendu compte que ça, c'était nul. Avant, il y avait 10 clics. Enfin, bref. Le gars, déjà, il te dit son produit était un peu merdique. Et après, il te donne la solution. Et il incarne le truc. Et ça crée un lien qui est fort, tu vois. Donc... Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Donc, allez écouter ce podcast et surtout, demandez-vous la boîte que vous voulez avoir et ensuite, assumez-le. Vous en foutez complètement de ce que pensent les autres. Il faut l'assumer à 100%. Il faut être clair avec les gens à l'entrée. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. C'est votre boîte, quoi. Vous décidez de A à Z. Petite anecdote sur ce sujet et j'ai reçu plusieurs commentaires sur le sujet. On a procédé à notre premier recrutement chez Bulldozer. Félicitations. Merci. Et c'est pas évident, le recrutement. Sur l'offre d'emploi, j'ai mis un petit paragraphe, tu vois, nota bene. Ouais. C'est un chaos total. Ouais. Donc, si vous avez besoin d'un plaid et d'un câlin à chaque fois qu'il se passe un truc que vous comprenez pas, ne venez pas travailler chez Bulldozer. Ouais. Ça va pas être le kiff. Ouais. En revanche,
si vous êtes prêt à traiter les sujets, blablabla, welcome, on a besoin de vous, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, en bas de, tu vois, le NB, eh ben, j'ai plusieurs CMO de grosses boîtes qui m'ont envoyé la capture d'écran de ça en me disant « Putain, c'est bien que t'aies mis ça et tout, pour la culture et tout, machin. Je pense que tu vas attirer les bonnes personnes avec ça. » Et j'ai beaucoup hésité, parce que tu vois, je me suis dit, si c'est pour me retrouver sur un post LinkedIn, un shitstorm, machin, nanana. Bah non, mais en fait, c'est vrai, tu sais, faut assumer le truc, tu vois. En fait, on a eu un gros débat avec des potes sur ce sujet. Tu vois, des fois, il faut presque s'excuser. Ouais. De rappeler qu'en fait, les gens sont quand même là pour travailler, qu'ils sont payés. Moi, tu vois, typiquement, la boîte fait faillite. Il y a une réalité économique. Il y a une réalité économique, tu vois. Moi, on fait faillite, j'ai rien, j'ai pas de filet de sécurité. Alors, j'ai du patrimoine, mais il n'y a pas de filet de sécurité. Moi, je cotise à rien, tu vois. Et je me suis pas payé aussi au début de Finari pendant longtemps. Donc, ouais, en France, t'as une chance d'être employé. Franchement, c'est cool. Je suis fier d'avoir créé des emplois. Mais comme tu as dit, ouais, il faut dire les choses. Et donc, c'est très bien, tu vois, d'être hyper clair. Parce qu'en fait, quand tu le dis pas, les gens, ils arrivent, ils se disent « Ah, mais attends, moi, j'ai des enfants, j'ai envie d'être tranquille. » Et là, c'est un truc, on dirait qu'on est à l'armée, tu vois. Bah, du coup, tu vois, ça crée du problème. Et le recrutement, franchement, un recrutement raté, c'est 9 mois de perdu. Mais bien sûr. Donc, tu vois, t'as pas le temps, en fait. En fait, moi, ce qui m'a convaincu, pour être honnête, c'est de me dire, je suis pas en train de recruter 10 000 employés. Ouais. Je suis en train d'en recruter un. Et en fait, je suis certain qu'il y a au moins une personne qui a le même mindset. Il y en a plein. Tu vois, genre, il y en a au moins une de personnes. Et peut-être que 90% des gens, ils ont pas ce mindset. Cool, ne venez pas postuler, tu vois. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin de trouver la bonne personne. Et je pense que tu vas prendre un peu ce recul sur le fait que, non mais attends, t'es pas en train de recruter 1 million de personnes d'un coup et tout machin, et en fait, t'as besoin d'une personne ou 10 personnes ou machin. Ah non, mais en fait, des gens qui pensent comme toi, il y en a, tu vois. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a plein. Et en fait, c'est même mieux, tu vois. Et par contre, tu vois, il faut être clair que faut vraiment assumer son choix, encore une fois. Complètement. Donc, je trouve que tu as complètement raison. Et je vois pas le problème. Parce que si t'es pas... Après, il faut trouver la bonne façon. Mais si t'as pas une culture qui est un peu à ton image, bah, tu vas être comme dans une grosse boîte. Moi, j'ai bossé dans des grands groupes qui sont super. Mais franchement, c'est un peu l'usine, quoi. C'est la machine. Tu te dis pas, la culture, elle est géniale. Non, voilà. Soit tu te dis, la culture, elle est horrible. J'ai bossé dans des boîtes où c'était horrible. Ou c'était juste... Voilà, pas de culture. C'est un gros machin, quoi. Voilà, c'est cool. Voilà. Mais on est là. Tu vois, typiquement, il y a un truc, mais il y a des gens qu'on n'a pas embauchés parce qu'ils nous demandaient combien de tickets resto il y avait. Et on leur a dit, les gars, franchement, là, on est 10. On est là pour faire une boîte à 1 milliard. On n'a rien construit encore. On est au début de l'aventure. On te donne des stock options. Tout le monde a des BSPCE chez nous. Donc tout le monde est actionnaire de la boîte. Et tu nous demandes si on va te donner des tickets resto. Alors déjà, on n'a pas du tout le temps de gérer ça parce qu'on n'a pas de RH, évidemment, et tous ces trucs-là. Mais surtout, tu vois, ça montre que tu n'as pas du tout compris ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pas grave, tu vois. Et donc, il y a des gens qu'on n'a pas pris pour ça. Et franchement, en fait, zéro regret. D'ailleurs, zéro regret de ne pas prendre des candidats. Jamais eu de regret de ne pas prendre des candidats. Ou aussi de me séparer de gens où je voyais qu'en fait, je m'étais trompé. Et tu vois, tu as fait ton premier recrutement. C'est hyper dur. Moi, j'ai fait, je sais pas, on a recruté 50 ou 60 personnes chez Finari depuis le début. Il y a eu plein d'erreurs de recrutement. Il y a eu plein de gens avec qui ça ne matchait pas. Et c'est OK, tu vois. C'est OK, ça fait partie du jeu. Mais bien sûr. Mais encore une fois, plus on avance, plus on se dit, bon, plus on va être clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, qui on est, mieux ça va se passer derrière. Bien sûr. Allez, 2 dernières questions. La première, c'est la roadmap produit que vous avez. Donc, tu as mentionné notamment que ça provenait de la communauté avec les votes, etc. etc. À part ça, comment est-ce que vous vous organisez vous prenez ça comment est-ce que vous définissez un peu les différents éléments de la roadmap? C'est une bonne question. En gros, la roadmap, pareil, j'ai beaucoup itéré là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que fallait écouter sa communauté, mais pas tout le temps, tu vois. Il y a des choses qui ne servent à rien. Et donc, il y a des pièges qui vont être tendus. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont cool. C'est des shiny objects, tu vois. C'est un petit truc qui brille, mais ça va te rapporter zéro business. Zéro business. Ça va faire plaisir aux gars qui sont au taquet, mais en fait, c'est pas ça ton sujet. Et donc, notre roadmap, c'est un mix entre ce que veulent les gens. Donc, typiquement, là, on lance toute une partie budgétisation, gestion du cash flow. Enfin, en gros, ce que fait une app de budget, tu vas pouvoir le faire dans Finari en mieux. Et ça fait partie des fonctionnalités qu'il y aura. Donc ça, tu vois, c'était la fonctionnalité la plus demandée depuis super longtemps. Donc là, on est en train de le lancer en ce moment, tu vois, et ça va sortir progressivement. Donc ça, complètement, on a complètement suivi la communauté, on l'a co-construit avec eux, trop bien.
Maintenant, on est en train de bosser sur des trucs où en fait, on a un peu lu entre les lignes de ce que voulaient les gens en regardant des sondages, en leur parlant dans des entretiens, en regardant nos analytics, en regardant comment le marché évolue. Et donc, on lance aussi des trucs qui n'émergent pas de la communauté. Et c'est OK, tu vois. C'est OK parce qu'en fait, c'est aussi notre rôle de dire, nous, on pense que, déjà, on a une vision pour la boîte qui n'est pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. Et un user, il ne faut jamais lui demander ce qu'il veut comme fonctionnalité, il faut lui demander quels sont ses problèmes. Et ensuite, tu vas créer des fonctionnalités qui répondent à ces problèmes-là. Et donc, en les interrogeant sur leurs problèmes, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui, tu vois, qui n'étaient pas du tout évoquées par les utilisateurs, mais qu'il fallait faire. Donc ça, on communique pas dessus, on les met pas sur la roadmap. Et ça sort un peu du chapeau quand ça sort, tu vois. Mais donc, une fois qu'on a décidé qu'on allait faire ça, franchement, c'est un chaos total, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de Bulldozer. Nous, on prévoit à très, très court terme. C'est-à-dire qu'on a une roadmap à 3 mois max. Et donc, on a une roadmap très long terme qu'on publie et qu'on va tenir plus ou moins. D'ailleurs, on met jamais de date. Moi, j'ai jamais communiqué une date de lancement. Jamais. Ça n'existe pas chez Finari. Je dis, notre roadmap public, c'est des colonnes. C'est dans les 3 prochains mois, entre 3 et 6 mois, dans les 12 prochains mois, etc. Et quand un utilisateur nous écrit, il nous dit, ça sort quand ce truc-là, on dit bientôt. Voilà, c'est ça. Et ça, je l'ai repris chez Capitaine Train. Et quand il nous dit, est-ce que vous allez faire cette fonctionnalité, on dit, on y réfléchit. Voilà. Donc, vous pouvez me demander ce que vous voulez, je vais toujours vous dire les mêmes réponses. Et toute l'équipe va vous dire la même chose. Parce que, en fait, ça crée une pression. Au moins, les gens sont prévenus. Voilà, les gens sont prévenus. Après, ça veut pas dire qu'on le fait pas. Tu vois, il y a des trucs où on dit littéralement, on y réfléchit, mais en fait, ça sort demain, tu vois. Ça arrive. Et on dit jamais, parce qu'on a toujours. En fait, moi, parce qu'il y a des couacs, des machins. Toujours. Donc, on under-promise et après, on over-deliver, tu vois, chaque fois. Et une fois qu'on a décidé, OK, donc ça, c'est les sujets stratégiques, c'est ça vers quoi on veut aller, et ben, on essaye de les réduire au maximum et on se dit, OK, comment on peut valider le fait que ça, c'est vraiment un sujet intéressant et on va essayer de le shipper le plus vite possible. Et ça aussi, j'ai pas mal itéré dessus. La réalité, c'est qu'il y a des sujets que tu peux shipper vite, un peu en mode dirty, en prenant plein de raccourcis. Il y a des sujets où tu peux pas, tu vois. Et donc, nous, on touche à l'argent, donc on a créé un produit d'investissement en crypto. On n'a pris aucun raccourci parce qu'en fait, c'est normal. On gère l'argent des gens, c'est régulé comme environnement. Nous, on a une licence auprès de l'autorité des marchés financiers, un enregistrement. Donc, on est obligé, tu vois, de faire quelque chose de très, très, très solide. Mais par contre, moi, mon rôle, c'est de dire, les gars, ça dure 3 semaines. Ouais, je pense que vous pouvez le faire en 2. Ou alors, ça, on n'en a pas besoin pour le lancement. Donc, ça va être de cutter. Moi, je sors la machette et je vais cutter plein de trucs. Mais on va 20-80. faire 20-80. Et on va faire les trucs très, très bien. Et après, il y a les trucs... donc, ça, c'est les projets un peu long terme. Et après, il y a aussi le marché qui évolue. Où, en fait, tu te dis, mais... Je sais pas, tu te réveilles un matin, tu te dis, mais merde, tu vois, pourquoi on fait pas ça, tu vois. Donc, c'est un mix entre du long terme, typiquement les fonctionnalités super demandées par la communauté, et du court terme où on se dit, tiens là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, il faut qu'on la saisisse. Ou alors, tu vois, typiquement un truc tout bête, mais quand on a lancé notre produit d'investissement crypto, on a lancé, tu peux faire du DCA, en gros, tu vas acheter à une fréquence prédéfinie une allocation que tu auras créée. Donc, c'était ça le produit. On l'a sorti, en fait, assez rapidement. On voyait des gens qui nous disaient, ah, ce serait cool de pouvoir acheter juste comme ça, tu vois, je sais pas, 1000 € de Bitcoin, là maintenant, tu vois, sans forcément que ce soit le moment où on exécute ton plan d'investissement. On s'est dit, bah ouais, on n'avait même pas pensé, on le lance, tu vois. Et aujourd'hui, 80% de notre volume de trading, c'est des ordres, ce qu'on appelle au comptant, donc maintenant, tu vois, en spot. Donc, ouais, ça nous a pris 2 semaines, c'était pas sur la roadmap, mais on s'en fout, tu vois. C'est juste qu'on a vu le truc, on s'est dit, mais évident. Et on l'a lancé au moment où, tu vois, Bitcoin a recommencé à partir, donc... Bon timing. Voilà, aujourd'hui, tous les jours, je nous remercie tous d'avoir pris ce truc-là. Donc, il faut vraiment être à l'écoute du marché, parce qu'encore une fois, tu as la chance d'avoir une vague dans ton dos, et on a la vague crypto, là, qui nous aide beaucoup, c'est vrai. Ah bah, il faut la rider, mais à fond. Et franchement, tu vois, l'équipe qui a lancé le produit de crypto, à l'origine, ils devaient basculer sur un autre projet derrière. Mais là, je leur ai dit, les gars... jamais vous basculez sur autre chose, parce qu'en fait, le truc, Bitcoin, ça va aller à 100K, je pense, tu vois. On va avoir il y a Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon opinion, je l'ai répété plein de fois. Franchement, j'y crois, tu vois, à mort. Et je pense que, tu vois, il faut avoir une petite partie de son patrimoine en crypto, mais c'est intéressant de s'y exposer si on est prêt à prendre du risque. Et donc, bah ouais, il y a toute la narrative autour des ETF et tout. Il faut qu'on double down sur ça, parce qu'en fait, c'est là où ça se passe. Ça sert à rien de lancer des nouvelles fonctionnalités. Donc ça aussi, c'est un autre truc que j'ai vachement travaillé dans notre roadmap, c'est que on veut toujours créer des nouvelles choses, mais en fait, des fois, il faut juste correctement marketer et distribuer les choses que tu as déjà. Ou alors, tu as un truc qui marche. Comment ça peut marcher encore plus fort? Tu as un truc qui marche pas, ça veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut juste dire que c'est peut-être mal expliqué, mal fait. Donc, il faut peut-être juste remodeler le truc. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça que de recréer un truc from scratch. Tu vois. Donc, des projets long terme, stratégiques pour la boîte, et du tactique. Et moi, tu vois, typiquement, ma squad, on est clairement la squad
enfin, moi, je suis schizophrénique sur ça, tu vois. Donc, je change d'avis toutes les 3 secondes. Et donc, clairement, là, on est en train de lancer... Là, tu vois, aujourd'hui, on lance un nouveau truc que tu verras sur le site qui est assez marrant. C'est une idée que j'ai eue la semaine dernière. Bah, tu peux en parler, l'épisode sort pas ce soir. Hein. Ouais, exactement. Bon, on l'aura lancé. Alors, je sais pas si ça existera vraiment, mais en gros, on lance une offre d'accompagnement personnalisée avec un frais fixe, tu vois. Et en gros, le gros problème des conseillers d'investissement, c'est tu les payes pas, généralement. Tu vas avoir un conseiller en investissement, il va dire, moi, c'est gratuit. Trop bien, génial. Sauf qu'en fait, le gars, quand il te propose des produits, il va prendre une commission. Le fournisseur, enfin le créateur du produit, le producteur, va lui reverser une commission pour avoir vendu le produit. C'est normal, il est rémunéré pour son travail. Le problème, c'est qu'évidemment, si moi, je gagne pas... plus rémunérateurs. Il y a des produits plus rémunérateurs, mais surtout, moi, je passe du temps avec toi, je te conseille des trucs, il faut que je gagne ma vie, en fait. Sinon, je ne gagne rien, tu vois. Je te parle gratuitement. Et donc, ça désaligne complètement les intérêts. Ouais. Donc, nous, on casse ce modèle-là. Et ça, c'est un modèle qui est complètement normalisé dans la gestion de fortune. C'est tu payes un honoraire, en fait. Et donc, on le change un peu. Et donc, on va lancer une offre où, en fait, le conseiller, on aura des conseillers en interne qui seront équipés de notre IA, de Finari AI. Et en fait, ça nous permet de servir beaucoup plus de clients avec une personnalisation qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est très, très drivé par la tech. Et encore une fois, nous, on n'est pas là pour vendre de la science infuse. Tu vois. On vend des choses qui sont très simples, qui sont très efficaces. Et on va à l'essentiel. Et donc, on va lancer l'offre. Et donc, on va passer aussi le cap, tu vois, d'un produit purement soft à un produit où il y a aussi de l'humain qui est impliqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça paraît pas grand-chose. Mais pour nous, c'est un peu révolutionnaire. Parce qu'on est vraiment, tu vois, tu rentres chez Finari, il n'y a pas un bruit, c'est que des devs, etc. Là, on va passer à un truc, en fait, les gens, ils vont téléphoner. Voilà, il y aura du téléphone. Bah, ça, c'est une révolution. Ouais, bien sûr. Mais c'est génial et je suis super excité. Et en fait, la semaine dernière, quand je me suis dit, bon, ça fait des années, tu vois, que je pense à ça. Ça fait des années que les clients me disent, mais seulement vous aviez une offre de conseiller, et moi, je vous prendrais. 85% de nos clients n'ont pas de conseiller financier. Évidemment qu'ils ont des besoins, tu vois. Ah oui, on gère aussi la fiscalité. Donc, tu vois, ça va parler aux gens. Avec du Pinel. Ouais, exactement. Ah, si je fais du Pinel, là, tu pourras vraiment me dire, il s'est bien foutu de ma gueule. Mais tu vois, donc on lance ça et ça date littéralement de la semaine dernière. Et donc ça, c'est aussi, on peut le faire parce que les gens, ils sont dans ce mindset-là. C'est-à-dire qu'ils vont pas me dire, oh non, attends, on avait dit qu'on allait faire X et maintenant on fait Y. Bah non, en fait, c'est ça la règle du jeu. Un autre truc qu'on fait, enfin, tu vois, ça paraît... Moi, je connaissais rien au design, etc. Même le product, tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire, être product manager. Moi, je fais des trucs, mais tu vois, j'y vais à l'instinct, quoi. J'ai jamais fait aucune formation, etc. Et donc, en fait, un des premiers trucs que notre head of design a fait, c'est qu'il a fait un design system où, en gros, il a créé, on a des composants, tu vois. Et donc, là, on vient de refaire notre expérience web, et donc on a recodé, on a passé beaucoup de temps à créer des composants qui font plein de trucs, tu vois, des formulaires, des trucs comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand on lance une nouvelle fonctionnalité, et ça, c'est vraiment un truc... quand j'y pense, on faisait pas ça avant, c'est basique, on va recycler tous nos composants existants. Donc, c'est-à-dire qu'on peut lancer un truc, mais en 2 secondes. Et quand quelqu'un me dit, ah tiens, nouveau composant, je dis, vraiment, on a besoin de ça? Non, et hop, ça dégage, on prend le truc qui existe déjà. Si le truc cartonne, bien sûr qu'on pourra toujours aller faire du custom, faire de la folie, faire du machin. Mais déjà, on valide le fait que ça marche. Comment on valide le fait que ça marche? Ça rapporte du revenu. Si ça rapporte pas de revenu, ça dégage. Ou alors, ça dégage, enfin, ça reste parce que, tu vois, ça rapportera du revenu indirectement par je ne sais quel biais. Mais tu vois, ça vaut aussi le coup des fois de prendre du temps, de poser des bonnes fondations. C'est indispensable en fait d'avoir des bonnes fondations. Et moi, avant, j'allais vite sur tout, y compris le dev. Et en fait, on prenait jamais le temps de reposer les bases, tu vois. Donc, c'était toujours instable. Là, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de bugs. Ça se voyait pas forcément pour les users, mais il y avait plein de bugs, tu vois. Et donc, en fait, on a tout arrêté et on a refait l'app mobile en partant de zéro. On a refait la web app en partant de zéro. C'était insupportable parce que ça a pris des mois. Encore des mois c'est un horizon assez court. Mais maintenant, on a une base hyper solide sur laquelle on peut construire. Et ça, c'est vraiment... Une fois que tu as cette base, mais là, tu peux y aller comme un bourrin, tu peux faire plein de tests. Et le dernier truc que je voulais te dire, c'est... Ça aussi, c'est un de mes investisseurs qui a créé une app qui s'appelle Photoroom. Tu vois, Photoroom, j'ai toujours dit à mon équipe, quand ils ont investi, je sais pas combien ils faisaient d'ARR, mais c'était quelques millions, tu vois. C'est déjà pas mal. Et là, récemment, il l'a dit sur le podcast de Harry Stebbings, ils font, je crois, plus de 50 millions d'ARR. C'est une app qui détourne des photos. Donc, tu vois, il y a toujours des gens qui me disent, mais comment ça marche? Bah, en fait, distribution, enfin, product market fit, distribution, voilà, point barre. C'est que des ads. Enfin, pas que des ads, mais en plus, maintenant, ils ont plein d'autres trucs. Bref, et en gros, lui, il m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant et que j'ai pas compris tout de suite, c'était il faut que ton équipe marketing soit indépendante dans ce qu'elle fait. Il faut pas qu'il y ait de dev nécessaire pour lancer des emails, pour changer un truc de CRM, pour faire un push.
Et ça, pareil, tu vois, c'est chiant de faire des devs, un peu d'infrastructure où tu vas plugger des tools, Blaze, Custom.io, des trucs comme ça, Retool. Nous, on a un truc, tout notre dashboarding, c'est sur Retool, c'est trop bien. Et moi, ça me faisait chier, tu vois, de faire ça. Je me disais, mais ça sert à rien pour le user et tout. Et aujourd'hui, on peut lancer des choses en 2 secondes parce qu'on a ce tooling-là. Donc, c'est hyper important Bien sûr. de ralentir des fois et de mettre ce tooling-là parce que l'équipe marketing aussi, elle a besoin Bien de sûr. pouvoir itérer, tu vois. Et un tool comme Custom.io, mais qu'est-ce que je suis content de payer la facture chaque mois. Ça m'emmerde, mais c'est tellement puissant, tu vois. Bien sûr. Et en fait, tu changes un truc en 2 secondes. Avant, dans les boîtes où j'étais, il fallait qu'on fasse du code, tu vois, pour changer la séquence de mail, de sign-up, de trucs, le template, il faut changer un mot. Ça prenait 14 plombes, tu vois, c'était insupportable. Donc, plus tu fais ça, et nous, on n'est pas encore au max, hein, tu peux aller beaucoup plus loin. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment le faire day one. Et oui, ça fait chier de payer des tools comme ça. Ça, c'est clair. Mais c'est des super bons investissements si votre business le requiert. Si ton business, c'est de parler à des gens au téléphone, ça ne sert à rien. Mais si tu fais une app mobile et que tu es en B2C, ah ouais, mais mettez Blaze, mettez Custom.io, mettez tous ces trucs-là, c'est de la folie, quoi. C'est trop, trop bien. Et ça te permet de gagner un temps. Enfin, ça vraiment, ça compound, ça paye des intérêts composés très, 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 très longtemps après avoir été implémenté. Allez, dernière question. Allez. On a pas mal parlé du coup du sujet personal branding et t'incarnes beaucoup la marque, etc., etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire la distinction entre Finari, mon app de gestion de patrimoine, et Mounir, mon conseiller en gestion de patrimoine? La frontière est fine, tu vois. Moi, je vis Finari, je respire Finari. Et ça aussi, c'est un truc où j'ai eu un peu du mal, tu vois, à l'assumer. C'est que c'est ma boîte, c'est moi. Moi, je suis ma boîte, tu vois. Je suis rentré en fusion avec le truc, quoi. Et c'est vraiment important. Parce que c'est pareil, ça se ressent, tu vois, quand tu l'as fait à fond et quand t'es sincère, ça marche vraiment bien. Maintenant, comment on sépare les trucs? Déjà, on est une boîte régulée, tu vois. Nous, on est conseiller en investissement financier. Alors, on n'a jamais fait de conseil à date, mais on va commencer à en faire avec ce que je t'ai décrit un peu plus tôt. Et ce sera pas moi qui ferai le conseil. Alors moi, je suis conseiller financier à titre personnel, mais ce sera pas moi qui le fera, tu vois. On va embaucher des gens et moi, mon rôle, c'est pas là où est ma valeur. Moi, ce que je veux, c'est réinventer l'expérience de gestion de patrimoine, tu vois. Je veux vraiment créer quelque chose qui est nouveau et et ça, en fait, ça va passer par de la tech. Et je pense que ma force, c'est de savoir orchestrer ça. C'est de voir l'opportunité, trouver les bonnes personnes, les mettre ensemble et ensuite les aider pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de dingue. Mon boulot, c'est pas, tu vois, de faire ça. Et est-ce que à terme, je serai encore la brand est-ce que Mounir sera associé à la marque Finari pendant encore des années? Je ne sais pas, tu vois. Je le ferai tant que ça sera nécessaire. Et honnêtement, aujourd'hui, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Tu vois, on réfléchit régulièrement si on ajoute d'autres personnages dans notre roster, tu vois, dans notre casting. Et en fait, c'est dur de trouver des gens qui déjà ont envie, qui sont motivés, qui sont bons, qui sont machin. Moi, je dis pas que je suis bon. À l'aise devant une caméra. À l'aise devant une caméra, mais tu vois, moi, j'aime bien faire ça et c'est hyper important. Et je connais mon sujet. Donc, tu vois, pour l'instant, c'est très proche. Mais mon rôle, encore une fois, c'est de trouver l'équilibre pour pouvoir aider les équipes à faire, tu vois, le meilleur produit, donner les meilleurs conseils. Parce que moi, je suis pas le meilleur conseiller et je suis pas la meilleure personne pour faire du produit. Par contre, je pense que je suis la meilleure personne pour faire les deux en même temps avec du 80-20. Et donc, du coup, voilà, tu vois, je trouve les gens, je les aide et après, let's go, quoi. Donc, c'est donner la voix, tu vois, franchement, Et ça aussi, c'est un truc que j'ai mis du temps à assumer et qui est très dur, tu vois. On n'en parle pas beaucoup, mais la solitude du fondateur ou de la fondatrice, l'anxiété de se tromper, parce qu'en fait, tu vas dire à ton équipe qu'il faut faire A et après, tu fais A et c'est un flop absolu. C'est dur de dire ouais, on s'est trompé et je me suis trompé. L'anxiété de, tu vois, tu gères une boîte qui n'est pas encore rentable, donc faut trouver le truc. Gérer des gens, c'est hyper difficile, il y a tout le temps des problèmes, il y a plein de soucis, tu vois, c'est incroyable. Il y a vraiment, nous, à chaque fois qu'on pense avoir tout vu, il y a un nouveau truc qui émerge, on se dit, mais c'est incroyable, tu vois, c'est les RH, c'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment, faut faire un boulot sur soi, tu vois, et faut porter ça. Et il faut aussi le dire que c'est pas facile. Mais du coup, quelque chose comme YC, tu vois, pour reboucler avec le début, ça a été clé parce qu'en fait, j'ai rencontré plein de gens. Tu vois, Mathieu de Photoroom, je l'ai rencontré via YC. Il aurait jamais investi dans ma boîte si j'avais pas fait YC. Ou peut-être, mais en fait, on serait juste jamais croisés. Et des gens comme Mathieu, en fait, on échange plus ou moins régulièrement. On partage, tu vois, nos joies et aussi nos peines. Et on partage avec des gens qui vivent les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est important aussi d'avoir son network de support pour pouvoir tenir et pour pouvoir à un moment avoir la confiance de dire les gars,
c'est par là, tu vois. Je suis sûr que c'est par là. Et tenir le truc pendant 1 mois. Tu vois, tu disais YouTube, on a trouvé le truc. Mais ouais, mais ça a duré, tu vois, avant que ça marche. Donc tenir le truc pendant 1 mois, 6 mois, 12 mois, il y a des boîtes, je sais pas, elles ont mis 5 ans à exploser, tu vois, à trouver vraiment leur secret sauce. Bah ça, c'est pas évident. Parce que tout le monde a des moments de doute, tu vois. Mais l'équipe, est-ce que tu peux vraiment lui montrer les moments de doute ? Ouais, des fois. Mais en fait, c'est quand même très dur pour l'équipe d'entendre que tu sais pas où il faut aller. Donc faut que tu trouves cette confiance. Et il faut aussi que tu arrives à tenir, et ça c'est super dur pour moi, à tenir, tu vois, ta conviction pendant assez longtemps. Tu vois, c'est comme un truc que je fais pas, mais c'est du trading. C'est comme si tu devais tenir une position perdante pendant des mois, et à un moment... Pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas perdu. Mais en fait, parce que tu sais que le marché, oui. c'est le marché qui a tort, mais c'est hyper dur, tu vois, de faire ça. Et donc, on revient au truc de la vague. C'est quand même beaucoup plus simple de juste faire quelque chose qui marche déjà, tu vois. Oui. Et je pense que la clé, c'est de trouver le truc qui est en train d'émerger, qui va exploser. Et un autre truc qu'on n'a pas évoqué, tu vois, il y a un graphe qui est hyper intéressant. Enfin, tout le monde l'a vu, c'est les early adopters, je sais plus comment ça s'appelle. Late, voilà, late majority, etc. Tes early adopters, c'est pas tes clients. C'est pas tes vrais clients, tu vois. Donc, ce qui est important, c'est rapidement trouver des early adopters pour passer de 0 à 1. Et franchement, le 0 à 1, tu vois, je peux dire aujourd'hui avec pas mal de confiance que je pense que si je recommence, c'est assez facile. Le plus dur, c'est le 1 à 100, en fait. Ça, c'est vraiment... t'as 1000 étapes, tu vois. Je pense qu'on a fait le 1 à 10. Maintenant, le 10 à 100, il est raide, tu vois. Il est vraiment raide. Passer de millions d'euros à dizaines de millions de chiffres d'affaires, c'est dur. Il y a peu de gens qui passent ce cap. Et il faut pouvoir comprendre que les gens à qui tu t'adressais au début, qui étaient les fans, les hyper fans, bah, tu vas peut-être les décevoir. Et d'ailleurs, encore une fois, le gars Brian de Airbnb, il le dit aussi dans cet entretien. Il dit que tu vas décevoir des gens, que tu vas perdre des clients. Et on me l'avait dit, tu vois, il y a des clients, il faut limite les payer pour qu'ils partent. En B2B, on fait beaucoup ça, tu vois, on sort des clients qui juste sont pas rentables. Et ben en B2C aussi. Et donc, il faut accepter qu'il y a des gens qui vont gueuler, qui vont te faire chier, tu vois, et qui vont ou non partir. C'est pas parce que t'as pas envie de les écouter, évidemment. Moi, j'ai envie de faire un truc pour eux. Mais la réalité, c'est que c'est une minorité. Et là, c'est pas ça le vrai marché. Le vrai marché, il est beaucoup plus large, généralement. Et donc, il faut à un moment faire le deuil de ça et se dire maintenant, je vais écouter mon vrai marché. Et ça, c'est vraiment pas évident. Parce que ta team aussi, ils vont se dire, mais attendez, lui, il est user depuis je sais pas combien de temps, 4 ans, il était là au tout début et en fait, on n'a jamais réglé son problème. Bah, parce qu'en fait, c'est le seul gars qui a ce problème-là. Et ça n'a aucune importance, tu vois, dans la grande histoire de ta boîte. Et ça, c'est pas évident, tu vois, faut le tenir. Mais plus tu reconnais ça rapidement, mieux ça va se passer parce que ta boîte, elle évolue trop vite, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir avant, tu vois. Les early adopters, c'est pas les clients qui t'amèneront à destination. Merci Mounir. Merci Jordan. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'à maintenant. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, tout ça. Et on se retrouve la semaine pro. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!